Chapitre 58. Une boutique. Fille de Fleur. Y a quelqu'un? Fit Béthane. Ah, fit Rincevent. Je crois qu'on devrait l'asseoir quelque part et lui donner un verre d'eau. Dit de Fleur. S'il y a ça ici. Il y a tout le reste, dit Béthane. La pièce disparaissait sous les étagères, et les étagères sous des tas de n'importe quoi. Ce qu'on n'avait pas pu y caser pendait en grappe du plafond sombre et indistinct. Des boîtes et des sacs de tout ce qu'on voulait se répandaient sur le sol. Aucun son ne parvenait du dehors. Béthane regarda autour d'elle et découvrit pourquoi. Je n'ai jamais vu autant de marchandises. Dit de Fleur. Il y en a une dont ils sont en rupture de stock, dit Béthane d'un ton ferme. Comment vous le savez? Suffit de regarder. Ils viennent de vendre leur sortie. De Fleur tourna sur lui-même. À la place de la porte et de la vitrine, il y avait des étagères pleines de boîtes. Elles avaient l'air d'être là depuis longtemps. De Fleur assit Rincevent sur une chaise branlante près du comptoir et fureta en hésitant parmi les étagères. Il y avait des boîtes de clous et des brosses à cheveux. Il y avait des briques de savon décolorées par l'âge. Il y avait des pots empilés contenant des sels de bain déliquescents, auxquels on avait apposé une affichette plutôt triste et suffisante qui proclamait, niant l'évidence, qu'il constituait le cadeau idéal. Il y avait aussi pas mal de poussière. Béthane inspecta les étagères de l'autre mur et se mit à rire. « Regardez-moi ça, dit-elle. De Fleur regarda. Elle tenait disons un petit chalet de montagne, mais tout incrusté de coquillages, sur le toit duquel l'artiste avait pyrogravé souvenir spécial, un toit qui s'ouvrait bien sûr, pour ranger des cigarettes à l'intérieur et qui jouait une petite musique. « Vous avez déjà vu un truc pareil ?» dit-elle. De Fleur secoua la tête. Sa bouche s'ouvrit toute grande. « Vous allez bien ?» demanda Béthane. « Je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi beau, » dit-il. Un ronronnement se fit entendre au-dessus d'eux. Ils levèrent la tête. Un gros globe noir était descendu de l'obscurité du plafond. De petites lumières rouges s'allumaient et s'éteignaient brièvement à sa surface. Tandis qu'il l'observait, il tourna sur lui-même et les fixa d'un gros œil de verre. Il était menaçant, cet œil-là. Il donnait l'impression très nette de contempler un spectacle dégoûtant. « Hello ?» lança de Fleur. Une tête apparut au-dessus du comptoir. Elle avait l'air en colère. « J'espère que vous comptez le payer, » fit-elle méchamment. Son expression disait qu'elle s'attendait à ce que Rincevent répondît, mais qu'elle ne le croirait pas. « Quoi, ça ?» fit Béthane. « Je ne voudrais pas l'acheter, même si vous me donniez en plus un plein chapeau de rubis et... » « Moi, je vais l'acheter. Combien ?» s'empressa de proposer de Fleur qui fouilla dans ses poches. Sa mine s'allongea. « À vrai dire, je n'ai pas d'argent sur moi. Il est resté dans mon bagage, mais je... » La tête émit un grognement. Elle disparut sous le comptoir pour ressurgir derrière un présentoir de brosse à dents. Elle appartenait à un tout petit homme qu'on ne voyait presque pas dans son tablier vert. Il avait l'air dans tous ses états. « Pas d'argent, » fit-il. « Vous entrez dans ma boutique ? On n'a pas fait exprès, » dit en hâte de Fleur. « On n'avait pas remarqué qu'elle était là. » Elle n'y était pas, dit Béthane catégorique. Une boutique magique, hein. Le petit boutiquier hésita. Oui, Admit-il avec réticence. un peu. Un peu fit Béthane. Un peu magique Un peu beaucoup, alors. concéda-t-il. Bon, d'accord. Reconnut-il devant le regard toujours furibond de Béthane. Elle est magique. Je n'y peux rien. Cette foutue porte n'est quand même pas encore apparue avant de disparaître, si? Si. Et ce machin au plafond nous embête. Il leva les yeux et fronça les sourcils. Puis il s'éclipsa par un petit rideau de perles à demi dissimulé parmi les marchandises. Des cliquettements et des ronronnements se firent entendre, puis le globe noir s'évanouit dans l'ombre. Le remplacèrent successivement un bouquet de fines herbes, un mobile de réclame pour un produit dont de Fleur n'avait jamais entendu parler, apparemment une boisson à prendre avant d'aller au lit, une armure complète et un crocodile empaillé à l'expression de douleur et de surprise plus vraie que nature. Le boutiquier réapparut. « Vous préférez ?» s'enquit-il. « Il y a du progrès.
dit de Fleur sans conviction. J'aimais mieux les fines herbes. À cet instant, Rincevent poussa un gémissement. Il était sur le point de se réveiller. Chapitre 59. On a avancé 3 théories pour expliquer le phénomène des boutiques errantes ou, pour employer le nom communément admis, tabernes vagantes. La première pose en postulat qu'il y a des milliers et des milliers d'années s'est développée quelque part dans le multivers une race dont l'unique talent était d'acheter à bas prix et de vendre cher. Cette race aurait très vite dirigé un vaste empire galactique, l'Emporium, ainsi qu'elle le nommait, et ces chercheurs de pointe auraient découvert le moyen d'équiper leurs magasins de systèmes de propulsion uniques, capables d'abattre les murs sombres de l'espace lui-même et d'ouvrir de nouveaux marchés immenses. Les mondes de l'Emporium ont depuis longtemps péri dans la fournaise de leur univers particulier, sur une ultime et provocante vente après incendie. Mais les boutiques stellaires errantes exercent toujours leur commerce et font leur chemin dans les pages de l'espace-temps comme un ver grignote un roman en 3 volumes. La seconde théorie soutient qu'elles sont l'œuvre d'un destin, obligeant dont le rôle consiste à fournir exactement le bon article au bon moment. La troisième n'y voit qu'un moyen astucieux de contourner les lois de fermeture dominicale. Toutes ces théories, aussi différentes soient-elles, ont néanmoins 2 points communs. Elles expliquent les faits observés et se trompent de bout en bout. Chapitre 60. Rincevent ouvrit les yeux et les garda un moment fixés sur le reptile empaillé au plafond. Il aurait préféré voir autre chose après ses rêves agités. La magie. Voilà donc à quoi ça ressemblait. Pas étonnant que les mages n'aient guère de goût pour le sexe. Rincevent savait ce qu'étaient des orgasmes, bien sûr. Il en avait connu quelques-uns au cours de sa vie, parfois même en compagnie. Mais aucune de ces expériences n'avait ne fût-ce qu'approché cet instant intense et fantastique où chaque nerf de son corps avait charrié un feu blanc-bleu et que la magie pure lui avait jailli des doigts. Ça vous emplissait, ça vous soulevait et vous surfiez au creux de la force déferlante des éléments. Pas étonnant que les mages se battent pour s'approprier la puissance. Et ainsi de suite. Mais c'était le sortilège dans sa tête qui avait agi par Rincevent. Il commençait vraiment à le détester, celui-là. Il était sûr que si le sortilège n'avait pas effarouché tous les autres qu'il avait essayé d'apprendre, il aurait fait un mage tout à fait honorable. Quelque part dans l'âme meurtrie de Rincevent, le ver de la révolte montra un croc fugitif. Parfaitement, Songea-t-il. à la première occasion, tu retournes dans l'Inoctavo. Il se redressa sur sa chaise. Bon sang, c'est quoi ici? Fit-il en s'étreignant la tête pour l'empêcher d'exploser. Une boutique. Dit de Fleur d'un ton lugubre. J'espère qu'on y vend des couteaux, parce que j'aimerais bien me couper la tête. Quelque chose dans l'expression des 2 autres en face de lui le dessoula. Je blague, Dit-il. enfin en grande partie. Qu'est-ce qu'on fait dans ce magasin? On ne peut pas sortir, dit Béthane. La porte a disparu. Ajouta de Fleur serviable. Rincevent se mit debout, encore tremblant. Oh, fit-il. C'est une de ces boutiques-là. C'est ça. Fit le boutiquier avec irritation. Elle est magique, oui. Elle se balade, oui. Non, je ne vous dirai pas pourquoi. Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît. Le boutiquier prit un air outré. D'abord, pas d'argent. Ensuite, ils veulent un verre d'eau. Jeta-t-il. Alors ça, c'est... Béthane grogna et traversa la pièce en direction du petit homme qui tenta de battre en retraite. Trop tard. Elle le souleva par les bretelles de son tablier et le regarda dans les yeux d'un air mauvais. Malgré ses vêtements déchirés, malgré ses cheveux en désordre, elle symbolisa l'espace d'un instant la femme qui vient de surprendre un homme dont le pouce fait pencher la balance de la vie du mauvais côté. « Le temps, c'est de l'argent, » siffla-t-elle. « Je vous donne 30 secondes pour lui ramener un verre d'eau. Je pense que c'est une affaire, non ?» « Dis donc, » chuchota de Fleur. « c'est une vraie terreur quand elle est en colère, hein ?»« Oui, » fit Rincevent sans enthousiasme. « très bien, » dit le marchand qui n'en menait visiblement pas large. « Ensuite, vous pourrez nous laisser partir, » ajouta Béthane. « D'accord, mais je n'étais pas ouvert de toute manière.
Je me suis juste arrêtée quelques secondes pour m'orienter et vous avez fait irruption. Il passa en maugréant son rideau de perles et revint avec une tasse d'eau. Je l'ai lavé tout spécialement. Dit-il en évitant le regard de Béthane. Rincevant jeta un coup d'œil au liquide. Il avait probablement été propre avant qu'on le verse dans la tasse. Maintenant, le boire relevait du génocide pour des milliers de germes innocents. Il reposa délicatement la tasse. « À présent, je vais me faire une bonne toilette, » décréta Béthane, et elle franchit rapidement le rideau. Le commerçant eut un geste vague de la main et lança un regard suppliant à Rincevant et Defleur. « Ce n'est pas une mauvaise fille, » lui dit Defleur. « Elle va se marier avec un ami à nous. Il est au courant. » « Les affaires ne vont pas fort pour les boutiques stellaires, » fit Rincevant avec toute la sympathie dont il était capable. Le petit homme frissonna. « Vous ne le croiriez pas, » fit-il. « Je veux dire, on apprend à ne pas espérer se faire des mille et des cents. Une vente par-ci, par-là, on gagne sa vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais avec les gens qu'on rencontre de nos jours, ceux qui ont une étoile peinte sur la figure, eh bien, j'ai à peine le temps d'ouvrir le magasin qu'ils me menacent d'y mettre le feu. Trop magique, qu'ils disent. Alors moi, je dis que c'est magique, évidemment. Que voulez-vous que je réponde? Il y en a beaucoup comme eux, alors, dit Rincevant. Surtout le disque, l'ami. Ne me demandez pas pourquoi. Il croit qu'une étoile va s'écraser sur nous, dit Rincevant. C'est vrai? C'est ce que pensent des tas de gens. C'est une honte. J'ai fait des bonnes affaires ici. Trop magique, qu'ils disent. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans la magie? Je voudrais bien savoir. Qu'est-ce que vous allez faire? Demanda Defleur. Ah, m'en aller dans un autre univers. Ce n'est pas ça qui manque, répondit le boutiquier d'un ton désinvolte. Merci quand même de m'avoir prévenu pour l'étoile. Je peux vous déposer quelque part? Le sortilège flanqua un coup de pied dans l'esprit de Rincevant. Non, dit-il. Je crois qu'on ferait peut-être mieux de rester. Pour voir la fin, vous comprenez? Cette histoire d'étoile, ça ne vous inquiète pas alors? L'étoile, c'est la vie, pas la mort, dit Rincevant. Comment ça? Comment quoi? Tu as remis ça, fit Defleur qui pointa un doigt accusateur. Tu dis des choses et tu oublies tout de suite que tu les as dites. J'ai seulement dit qu'on ferait mieux de rester, répliqua Rincevant. Tu as dit que l'étoile, c'était la vie, pas la mort. Tu avais de la friture dans la voix et elle était lointaine, n'est-ce pas? Il se tourna vers le commerçant pour confirmation. C'est vrai, dit le petit homme. Je crois que ses yeux louchaient un peu aussi. C'est le sortilège alors, dit Rincevant. Il essaye de me diriger. Il sait ce qui va arriver et je crois qu'il veut aller à Ankh-Morpork. Je veux y aller aussi, ajouta-t-il d'un air de défi. Vous pouvez nous y emmener. C'est la grande ville sur l'Ankh, qui s'étend dans tous les sens, qui sent les faux sapurins. Elle jouit d'une histoire ancienne et honorable, dit un Rincevant glacial, blessé dans son orgueil civique. Ce n'est pas comme ça que tu me l'as décrite à moi, objecta Defleur. Tu m'as dit que c'était la seule ville qui commençait à tomber sérieusement en décadence. Rincevant parut embarrassé. Oui, mais enfin c'est chez moi, vous comprenez? Non, fit le boutiquier. Pas vraiment. Moi, je dis toujours que chez soi, c'est là où on accroche son chapeau. Non, intervint Defleur, toujours désireux d'éclairer ses semblables. Là où on accroche son chapeau, c'est un porte-chapeau. Chez soi, c'est... Je vais tout de suite m'occuper de vous ramener, dit précipitamment le boutiquier alors que revenait Béthane. Il la croisa en coup de vent. Defleur le suivit. De l'autre côté du rideau se trouvait une pièce meublée d'un petit lit, d'un fourneau plutôt crasseux et d'une table à 3 pieds. Le boutiquier fit alors quelque chose à la table. Il y eut un bruit de bouchon sortant à contre-cœur d'une bouteille, et un univers emplit la pièce. « N'ayez pas peur, » dit le boutiquier tandis que défilaient les étoiles. « Je n'ai pas peur, » dit Defleur les yeux brillants. « Oh, » fit l'autre un peu contrarié. « N'importe comment, ce ne sont que des images générées par le magasin. Elles ne sont pas réelles. »« Et vous pouvez le diriger n'importe où ?»« Oh non !» dit le boutiquier profondément choqué. « Il y a toutes sortes de clauses de sécurité. »
En définitive, ça ne servirait à rien d'aller quelque part où le revenu net par tête est insuffisant. Et il faut un mur adéquat, évidemment. Ah, voici votre univers. Je l'ai toujours trouvé coquet, un petit bijou. Une universette, comme qui dirait. Chapitre 61. Voici la nuit de l'espace. Les étoiles innombrables luisent comme de la poussière de diamant, ou, diraient certains, comme de grosses boules d'hydrogène qui explosent à très grande distance. Mais il y en a qui disent n'importe quoi. Une ombre commence à masquer le scintillement lointain, une ombre plus noire que l'espace lui-même. D'ici, elle a l'air aussi beaucoup plus grande, car l'espace ne l'est pas vraiment grand. C'est seulement quelque part où l'on peut être grand. Les planètes sont grandes, mais c'est dans leur nature et il n'y a rien d'extraordinaire à suivre sa nature. Cette silhouette qui occulte le ciel comme le pied de Dieu n'est pourtant pas une planète. C'est une tortue de 15 000 kilomètres de long depuis la tête criblée de cratères jusqu'à la queue cuirassée. Et la grande Atuine, elle, est gigantesque. D'immenses nageoires se lèvent et s'abaissent pesamment. Elles gauchissent l'espace en d'étranges configurations. Le disque-monde glisse dans le ciel, telle une nef royale. Mais à présent, même la grande Atuine doit lutter alors qu'elle quitte les profondeurs libres de l'espace pour affronter les pressions lancinantes des hauts fonds solaires. La magie est ici plus faible, sur le littoral de la lumière. Elle va ainsi progresser pendant encore bien des jours, et le disque-monde disparaîtra sous les pressions de la réalité. La grande Atuine le sait. Mais la grande Atuine se rappelle avoir déjà accompli la même chose des milliers d'années plus tôt. Les yeux astro-kéloniens ne se concentrent pas sur l'étoile naine qui les éclaire de sa lueur rouge, mais sur un petit pan d'espace à côté. Chapitre 62. Oui, mais où sommes-nous? Demanda Defleur. Le boutiquier, courbé sur sa table, se contenta de hausser les épaules. Je ne pense pas qu'on soit quelque part, dit-il. On est dans une incongruité cotangente, je crois. Je peux me tromper. Le magasin sait en général ce qu'il fait. Vous voulez dire que vous ne savez pas? J'apprends des petits bouts par-ci par-là. Le boutiquier se moucha. Des fois, j'atterris sur un monde où ils comprennent ces choses-là. Il tourna deux petits yeux tristes vers Defleur. Vous avez une bonne tête, monsieur. Ça ne me gêne pas de vous le dire. De me dire quoi? Ce n'est pas une vie, vous savez, de tenir le magasin. On ne reste nulle part, toujours en déplacement, jamais fermé. Pourquoi vous n'arrêtez pas alors? Ah bah, justement, vous voyez, monsieur, je ne peux pas. Je suis sous le coup d'une malédiction. Eh oui, c'est terrible. Il se moucha encore. Condamné à tenir un magasin? Éternellement, monsieur, éternellement. Et à ne jamais fermer pendant des centaines d'années. C'est à cause d'un mage, vous voyez. J'ai fait une chose affreuse. Dans un magasin? Demanda Defleur. Ah oui. Je ne me rappelle pas ce qu'il voulait, mais quand il me l'a demandé, je lui ai répondu par bruit de bouche qu'on fait en aspirant, vous savez, comme en sifflant, mais à l'envers. Il fit une démonstration. Defleur avait un air sombre, mais au fond c'était un homme indulgent, toujours prêt à pardonner. Je vois, fit-il lentement. Mais tout de même, ce n'est pas tout. Oh, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de demande pour ça. Après lui avoir fait votre bruit de bouche? Oui, j'ai aussi probablement souri. Oh là là, vous ne l'avez pas appelé patron, dites-moi. Bah, peut-être que si. Hmm, il y a pire. Tout de même pas. Si, je lui ai dit que je pouvais le commander pour le lendemain. Ça, c'est plutôt bien, dit Defleur. La seule personne du multivers à laisser les magasins lui commander des articles et à accepter de débourser de grosses sommes d'argent pour dédommager le commerçant du dérangement que lui cause la garde d'un peu de stock en boutique, souvent pendant plusieurs heures. C'était jour de fermeture l'après-midi, dit le boutiquier. Ah, oui. Et je l'ai entendu secouer la poignée de porte. J'avais un écriteau à l'entrée, vous savez.
qui disait quelque chose comme fermé, même pour la vente des cigarettes nécromanciennes. Enfin bref, je l'ai entendu cogner et j'ai ri. Vous avez ri? Oui, comme ça. Ça n'était probablement pas malin de votre part. dit De Fleur en secouant la tête. Je sais, je sais. Mon père me le disait tout le temps. Il disait ne te mêle pas des affaires de mage. En tout cas, je l'ai entendu crier quelque chose comme quoi je ne fermerai plus jamais, puis tout un tas de mots incompréhensibles, et ensuite le magasin, le magasin est devenu vivant. Et depuis, vous errez tout le temps. Oui, je me dis que je retrouverai peut-être un jour l'enchanteur et que j'aurai peut-être ce qu'il voulait en stock. En attendant, je passe d'un lieu à un autre. Ce n'était pas une chose à faire, dit De Fleur. Le marchand s'essuya le nez à son tablier. merci. Dit-il, Mais quand même, il n'aurait pas dû vous punir aussi durement. ajouta De Fleur. Ah oui, bon. Le boutiquier remit de l'ordre dans son tablier et fit une aussi brave que brève tentative pour se ressaisir. Enfin, ce n'est pas ça qui va vous emmener à Ankh-Morpork, hein. Le plus drôle, Dit De Fleur. c'est que j'ai acheté mon bagage dans une boutique toute pareille. Une autre boutique, je veux dire. Ah oui, nous sommes plusieurs. Fit le boutiquier qui se retourna vers sa table. Ce mage n'avait aucune patience, d'après moi. Parcourir éternellement l'univers, Rêva De Fleur. c'est ça. Remarquez, on économise en impôts locaux. Impôts locaux? Oui, c'est... Le commerçant marqua une pause et plissa le front. Je ne me rappelle pas bien, ça remonte à si loin. Impôts locaux, impôts locaux... Comme impôt de chambre? Ça doit être ça. Chapitre 63. Attendez, il réfléchit à quelque chose. Dit Cohen. Tétanus leva les yeux d'un air las. C'était bien agréable de rester assis à l'ombre. Il venait de découvrir qu'en voulant fuir une ville de foldingue, il s'en était remis entièrement à un autre aliéné. Il se demanda s'il vivrait pour le regretter. Il le souhaita avec ferveur. Ah, oui, pas de doute. Il réfléchit, Dit-il amèrement. ça se voit. Je crois qu'il les a trouvés. Ah, bien. Accrochez-vous à lui. Vous êtes fou? Dit Tétanus. Je le connais, ce machin. Faites-moi confiance. À moins que vous préféreriez que je vous laisse avec les adorateurs de l'étoile. J'aimerais peut-être avoir une conversation avec vous. Cohen se glissa jusqu'au bagage et bondit dessus à califourchon. Le bagage n'eut aucune réaction. Dépêchez-vous, Dit-il. je crois qu'il va partir. Tétanus haussa les épaules et grimpa avec précaution derrière Cohen. Oh, Fit-il. et il fait comment pour peu? Chapitre 64. Ankh-Morpork, perle des cités. Cette description n'est pas tout à fait exacte, bien entendu. Ankh-Morpork n'était ni ronde ni brillante. Mais même ses pires ennemis reconnaissaient qu'au besoin, on aurait aussi bien pu la comparer à un rebut couvert des sécrétions malades d'un mollusque à l'agonie. Il y eut de plus grandes cités. Il y en eut de plus riches, certainement de plus belles. Mais aucune dans le multivers n'égalait Ankh-Morpork pour son odeur. Les anciens, qui savent tout des univers et ont respiré les arômes de Calcutta, de Xerx et de Marsport Fétidium, admettent que même ces exemples parfaits de poésie nasale ne sont que vers de mirliton auprès du bouquet épique d'Ankh-Morpork. Discourez autant qu'il vous plaira sur l'échalote, parlez de l'ail, citez la France, allez-y. Mais si vous n'avez pas senti Ankh-Morpork par grosse chaleur, vous n'avez rien senti. Les habitants en sont fiers. Les bons jours, ils sortent leurs chaises pour en profiter. Ils gonflent les joues, se frappent la poitrine et commentent avec entrain ces différentes et subtiles nuances. Ils ont même élevé une statue pour commémorer la fois où les troupes d'un État rival avaient tenté d'investir discrètement la cité par une nuit sombre et qu'elles étaient parvenues au sommet des remparts lorsque, à leur grande horreur, les tampons qui leur bouchaient le nez avaient rendu l'âme.
Les riches marchands qui vivent au loin depuis des années se font envoyer des bouteilles spécialement bouchées et cachetées de ce parfum qui leur fait monter les larmes aux yeux. Ce genre d'effet. Il n'existe qu'une façon de décrire l'impression que produit l'odeur d'Ankh-Morpork sur le nez de passage. C'est par l'analogie. Prenez un tissu écossais, saupoudrez-le de confetti, éclairez-le au stroboscope. Maintenant, prenez un caméléon, posez le caméléon sur le tissu, observez-le attentivement. Compris? Ce qui explique qu'au moment où la boutique se matérialisa enfin à Ankh-Morpork, Rincevent se redressa droit comme un i pour annoncer On y est. que Béthane pâlit et que Defleur, dépourvue de tout odorat, demanda. Vraiment? Qu'est-ce que tu en sais? L'après-midi avait été longue. Ils avaient réintégré l'espace réel dans un grand nombre de murs de villes diverses à cause, selon le marchand, du champ magique du disque qui faisait des siennes et semait partout la pagaille. Toutes les villes étaient vides d'habitants et livrées aux bandes errantes des cinglés de l'oreille gauche. D'où est-ce qu'ils viennent tous? Avait fait Defleur tandis qu'il fuyait une nouvelle fois devant la foule. Dans chaque personne saine d'esprit, il y a un fou qui cherche à sortir. Avait dit le boutiquier. J'ai toujours pensé ça. Personne ne devient fou aussi vite qu'une personne parfaitement saine d'esprit. Ça n'a pas de sens, avait dit Béthane. Ou si c'en a un, ça ne me plaît pas. L'étoile était plus grosse que le soleil. Il n'y aurait pas de nuit ce soir. Sur l'horizon d'en face, le petit soleil du disque faisait de son mieux pour se coucher normalement. Mais toute cette lumière rouge avait pour effet de transformer la ville, déjà pas tellement belle, en un tableau peint par un artiste fanatique défoncé au cirage. Mais Rincevent était chez lui. Il scruta la rue dans les deux sens et se sentit presque heureux. Au fond de son esprit, le sortilège faisait du raffut, mais il l'ignora. C'était peut-être vrai que la magie s'affaiblissait à mesure que l'étoile s'approchait, ou peut-être avait-il le sortilège dans la tête depuis si longtemps qu'il s'était forgé une sorte d'immunité psychique, mais il s'aperçut qu'il pouvait lui résister. On est du côté des docks, Déclara-t-il. Sentez-moi cette odeur de mer. Oh, fit Béthane qui s'appuya au mur. Je la sens. C'est de l'ozone, ça. Dit Rincevent. De l'air qui a du caractère, ça. Il prit une profonde inspiration. Defleur se tourna vers le marchand. Eh bien, je vous souhaite de retrouver votre enchanteur, dit-il. Navré de ne vous avoir rien acheté, mais tout mon argent est resté dans mon bagage, voyez-vous. Le marchand lui fourra quelque chose dans la main. Un petit cadeau, dit-il. Vous en aurez besoin. Il réintégra en flèche son magasin. La clochette tintinabula. La pancarte disant « Repassez ce soir pour les sangsues à 100 sous » claqua tristement contre la porte, et la boutique disparut dans la brique comme si elle n'avait jamais existé. Defleur tendit prudemment la main et toucha le mur. Il avait du mal à y croire. « Qu'est-ce qu'il y a dans le sac ?» demanda Rincevent. C'était un sac de papier brun épais, muni de poignées en ficelle. « S'il lui pousse des pattes, je ne veux pas en entendre parler, » dit Béthane. Defleur jeta un coup d'œil à l'intérieur et sortit le contenu. « C'est tout, » fit Rincevent. « Une petite maison avec des coquillages dessus. »« C'est très utile, » se défendit Defleur. « On peut garder des cigarettes dedans. »« Comme si tu avais besoin de cigarettes, » fit Rincevent. « Moi, j'aurais préféré une bouteille d'huile solaire bien efficace, » dit Béthane. « Allez, venez, » lança Rincevent qui partit dans la rue. Les autres lui emboîtèrent le pas. Defleur se dit que quelques mots de réconfort à Béthane s'imposaient, une petite discussion pleine de tact qui lui changerait les idées selon son expression et qui la dériderait malgré son jeune âge. « Ne vous inquiétez pas, » dit-il. « Il y a encore une petite chance que Cohen soit toujours vivant. »« Oh, je suis bien sûre qu'il est en vie, » répliqua-t-elle en attaquant les pavés du talon comme si elle nourrissait une rancœur personnelle contre chacun d'eux. On ne vit pas jusqu'à 87 ans dans sa profession si on passe son temps à mourir. Mais il n'est pas ici. « Ni mon bagage, » dit Defleur. « Évidemment, ce n'est pas la même chose. »« Vous croyez que l'étoile va entrer en collision avec le disque ?»« Non, » répondit Defleur avec assurance. « Pourquoi ça ?»« Parce que Rincevent ne le croit pas. » Elle le regarda étonnée. « Vous voyez, » poursuivit le touriste, « savez-vous ce qu'on fait avec le goémon de la mer ?»
Béthane, élevée dans les plaines du Vortex, ne connaissait la mer que dans les histoires et avait décidé qu'elle ne l'aimait pas. Elle avait l'air ahurie. On le mange? Non, on l'accroche dehors à la porte et il dit s'il va pleuvoir. Béthane avait appris autre chose. Il n'était pas vraiment utile de chercher à comprendre ce que disait De Fleur, et il n'avait rien d'autre à faire que de suivre au plus près la conversation et d'espérer sauter en marche au prochain carrefour. Je vois, dit-elle, Rincement est pareil, voyez-vous. comme le goémon. Oui, s'il y avait quoi que ce soit à craindre, Rincement aurait peur. Il n'a pas peur. L'étoile, c'est sans doute la seule chose dont je n'ai jamais vu avoir peur. S'il ne s'inquiète pas, alors, croyez-moi, c'est qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Il ne va pas pleuvoir? Fit Béthane. Eh bien non, métaphoriquement parlant. Oh. Béthane décida de ne pas demander ce que métaphoriquement signifiait, au cas où ça aurait un rapport avec le goémon. Rincevent se retourna. Allez, venez, Dit-il. on n'est plus très loin maintenant. On va où? Demanda De Fleur. À l'université de l'invisible, évidemment. Est-ce bien raisonnable? Probablement pas, mais je vais quand même. Rincevent s'arrêta. Un masque de douleur lui couvrit la figure. Il porta la main à ses oreilles et gémit. Le sortilège te fait mal? Ah, essaye de chantonner. Rincevent grimaça. Je vais m'en débarrasser de ce machin. Dit-il d'une voix empâtée. Il va retourner à sa place dans le livre. Je veux récupérer ma tête. Mais alors, commença De Fleur sans aller plus loin. Ils l'entendaient tous. Une mélopée lointaine et les piétinements d'une foule nombreuse. Vous croyez que ce sont les adorateurs? Fit Béthane. C'étaient eux. Les marcheurs de tête tournèrent le coin de la rue à une centaine de mètres, derrière une bannière blanche en lambeaux ornée d'une étoile à 8 branches. Ils ne sont pas tout seuls, Dit De Fleur. il y en a plein d'autres. La foule les balaya sur son passage. Un instant plus tôt, ils se trouvaient dans une rue déserte, et maintenant une marée humaine les emportait de force à travers la ville. Chapitre 65. La lumière des torches tremblotait doucement sur les parois humides des tunnels tout en dessous de l'université, au passage à la queue leu des maîtres des 8 ordres de la sorcellerie. « Au moins, il fait frais là-dessous, » dit l'un. « On ne devrait pas y être là-dessous. » Trimon, qui menait le groupe, ne disait rien. Mais il réfléchissait dur. Il pensait aux flacons d'huile passés dans sa ceinture et aux 8 clés que portaient les mages. 8 clés qui s'adapteraient aux 8 serrures qui enchaînaient l'Inoctavo à son lutrin. Il pensait que les vieux mages qui sentent la magie s'enfuir se préoccupent surtout de leurs problèmes personnels et sont peut-être moins vigilants qu'ils ne le devraient. Il pensait que, dans quelques minutes, l'Inoctavo, la plus grande concentration de magie du disque, serait entre ses mains. Malgré la fraîcheur du tunnel, il se mit à transpirer. Ils arrivèrent devant une porte doublée de plomb, encastrée directement dans la pierre. Trimon prit une lourde clé. Une bonne et honnête clé de fer, pas comme celle tarabiscotée et déroutante qui allait lui livrer l'Inoctavo. Envoya une giclée d'huile dans la serrure, introduisit la clé, la tourna. La serrure s'ouvrit dans un grincement de protestation. « Nous sommes tous d'accord » demanda Trimon. Une série de grognements vaguement affirmatifs lui répondirent. Il poussa la porte. Un violent courant d'air épais et plus ou moins gras les enveloppa. Des pépiments aigus et désagréables emplirent l'atmosphère. De toutes petites étincelles de feu octarine flamboyèrent sur les nez, au bout des ongles, dans les barbes. Les mages, tête baissée pour affronter la tempête de magie diffuse qui s'échappait de la salle, forcèrent le passage. Des silhouettes à demi formées ricanaient et voltigeaient autour d'eux. Les créatures des dimensions de la basse-fosse cherchaient assidûment, à l'aide de choses qui passaient pour des doigts uniquement parce qu'au bout de leurs bras, une entrée non gardée pour pénétrer dans le cercle de lumière contené pour l'univers de l'ordre et de la raison. Même en cette période difficile pour tous ceux qui se rapportaient à la magie, même dans cette cave conçue pour en réduire toutes les vibrations, l'Inoctavo crépitait encore de puissance. Nul besoin de torche, il emplissait la pièce d'une lumière terne, lugubre, qui n'était pas à franchement parler de la lumière, mais son inverse. L'obscurité n'est pas l'inverse de la lumière.
elle n'en est que l'absence. Et ce qui radiait le livre, c'était la lumière qui se trouve de l'autre côté de l'obscurité, la lumière fantastique. Elle brillait d'une couleur violette plutôt décevante. Ainsi qu'il a déjà été dit, l'inoctavo était enchaîné à un lutrin sculpté en forme de quelque chose de vaguement avien, légèrement reptilien et horriblement vivant. Deux yeux brillants où couvait la haine dévisageaient les mages. « Je l'ai vu bouger », dit l'un d'eux. « On ne risque rien tant qu'on ne touche pas au livre », répondit Trimon. Il tira un rouleau de parchemin de sa ceinture et le déroula. « Vous, là, approchez votre torche, dit-il. Et puis éteignez-moi cette cigarette. » Il attendit l'explosion furieuse d'orgueil outragé. Mais rien ne vint. Au lieu de quoi le mage incriminé se retira le mégot des lèvres avec des doigts tremblants et l'écrasa par terre. Trimon exultait. Ainsi donc, songeait-il, ils font ce que je leur dis. Pour l'instant seulement peut-être, mais ça me suffit. Il examina l'écriture en pâte de mouche d'un mage mort depuis longtemps. Bon, dit-il, voyons voir. Pour apaiser la dicte chose qui est la gardienne. Chapitre 66. La foule déferla sur l'un des ponts qui reliait Morpork à Ankh. Le fleuve en dessous, turgide dans le meilleur des cas, n'était plus qu'un simple filet d'eau fumante de vapeur. Le pont tremblait plus qu'il n'aurait dû sous leurs pieds. D'étranges rites parcouraient les restes boueux du fleuve. Quelques tuiles glissèrent du toit d'une maison voisine. « C'était quoi ?» fit Defleur. Béthane tourna la tête et hurla. L'étoile se levait. Tandis que le soleil du disque filait se mettre à couvert sur l'horizon, la grosse boule boursouflée de l'étoile monta lentement dans le ciel jusqu'à surplomber entièrement de plusieurs degrés le bord du monde. Ils tirèrent Rincevent à l'abri d'une encoignure de porte. La foule les remarqua à peine et poursuivit sa course, aussi terrifiée qu'un troupeau de lemmings. « Il y a des taches sur l'étoile » dit Defleur. « Non » fit Rincevent. « Ce sont des machins qui tournent autour de l'étoile, comme le soleil tourne autour du disque. Mais ils sont tout près parce que... Il s'arrêta. « Je le sais presque. Tu sais quoi? Faut que je me débarrasse de ce sortilège. » « C'est par où l'université ?» demanda Béthane. « Par là. » répondit Rincevent qui tendit le doigt dans le prolongement de la rue. « Elle doit avoir beaucoup de succès. C'est là que tout le monde se rend. » « Je me demande pourquoi, » fit Defleur. « Mon petit doigt me dit que ce n'est pas pour s'inscrire au cours du soir, » répliqua Rincevent. En fait, l'université de l'invisible était assiégée, du moins ses locaux qui débordaient dans les dimensions courantes, celles de tous les jours. La populace devant ses portes se répartissait grosso modo en deux tendances qui réclamaient soit A. que les mages arrêtent de lambiner et se débarrassent de l'étoile, soit, et c'était l'exigence qui avait la faveur des adorateurs de l'étoile, B. qu'ils cessent leurs activités et se suicident en bon ordre pour ainsi purifier le disque du fléau de la magie et détourner la terrible menace qui emplissait le ciel. Les mages de l'autre côté des murs n'avaient aucune idée sur la façon de réaliser A, ni aucune envie d'en venir au B. Et nombre d'entre eux avaient en fait opté pour C, qui consistait essentiellement à s'esquiver par des petites portes dérobées et à se faire la belle sur la pointe des pieds le plus loin possible, sinon au plus vite. Les mages avaient canalisé ce qui restait encore de magie fiable dans l'université pour consolider les grandes portes. C'était peut-être bien beau, ils s'en rendaient compte, et spectaculaire d'avoir tout un jeu de portes fermées par la magie, mais les installateurs auraient dû penser à les équiper d'une espèce de système auxiliaire d'urgence tel que par exemple une paire de bons verrous de fer ordinaires, moins spectaculaires, eux. Sur la place à l'extérieur des portes, on avait allumé plusieurs grands feux, davantage pour l'effet qu'autre chose car la chaleur de l'étoile était torride. « Mais on distingue encore les étoiles » dit Defleur. « Les autres étoiles, j'entends. Les petites, dans un ciel tout noir. » Rincevent l'ignora. Il regardait les portes. Un groupe d'adorateurs et de citoyens s'efforçait de les abattre. « Aucune chance, » dit Béthane. « On n'entrera jamais. Où vous allez ?»« Faire un tour, » dit Rincevent.
Ils s'engageaient d'un pas décidé dans une rue latérale. Ils croisèrent un ou deux émeutiers francs-tireurs, essentiellement occupés à démolir des magasins. Rincevant n'y fit pas attention, mais suivit le mur jusqu'à longer une ruelle sombre qui dégageait l'odeur habituelle autant que malheureuse de toutes les ruelles du monde. Il entreprit ensuite d'examiner de près la maçonnerie. Le mur faisait ici 6 mètres de haut et son sommet se hérissait de cruelles pointes de métal. « Il me faut un couteau, » dit-il. « Vous voulez-vous creuser un passage » fit Béthane. « Trouvez-moi un couteau, c'est tout, » répliqua Rincevant. Il se mit à taper doucement sur des pierres. Defleur et Béthane s'entre-regardèrent et haussèrent les épaules. Quelques minutes plus tard, ils ramenaient un assortiment de couteaux. Defleur avait même réussi à dénicher une épée. « On n'a eu qu'à se servir, » dit Béthane. « Mais on a laissé de l'argent, » précisa Defleur. « Enfin, on aurait laissé de l'argent si on en avait eu. » Alors il a insisté pour écrire un billet, ajouta Béthane d'une voix lasse. Defleur se redressa de toute sa taille, ce qui ne changeait pas grand-chose. « Je ne vois aucune raison, » commença-t-il froidement. « Oui, oui, » dit Béthane qui s'assit d'un air triste. « Je le sais bien. Rincevant, tous les magasins ont été défoncés. Il y avait une bande de gens de l'autre côté de la rue qui fauchaient des instruments de musique. Incroyable, non ?»« Ouais, » fit Rincevant qui saisit un couteau et en éprouva la lame d'un doigt songeur. « Des viols à l'étalage, quoi. » Il enfonça la lame dans le mur, fit levier, et recula au moment où une lourde pierre se détachait et tombait. Il leva la tête, comptant à voix basse, et sortit un autre moellon de sa cavité. « Comment tu as réussi ça ?» demanda Defleur. « Fais-moi donc la courte échelle, tu veux ?» répondit Rincevant. Un instant plus tard, les pieds calés dans les trous qu'il avait dégagés, il reprenait sa manœuvre à mi-chemin du sommet. « C'est comme ça depuis des siècles, » laissa-t-il tomber. « Certaines pierres n'ont pas reçu de mortier. Une entrée secrète, vous comprenez. Garde-sous. » Un autre moellon alla s'écraser sur les pavés. « Les étudiants ont combiné ça il y a longtemps, » dit Rincevant. « Pratique pour sortir et rentrer après l'extinction des feux. »« Ah !» fit Defleur. « Je vois. On faisait le mur pour aller boire, chanter et réciter des vers dans des tavernes illuminées, c'est ça ?»« Presque ça. Sauf que les vers, on les sifflait plutôt que de les chanter et de les réciter. En principe, 2 ou 3 de ces pointes ne tiennent pas. » Il y eut un bruit de métal. « Ce n'est pas très haut de ce côté-ci, » fit sa voix au bout de quelques secondes. « Alors venez si ça vous dit. » Chapitre 67. Et ainsi, Rincevant, Defleur et Béthane pénétrèrent-ils dans l'université de l'invisible. Ailleurs sur le campus, les 8 mages introduisirent leurs clés et, après maints échanges de regards inquiets, les tournèrent. Un tout petit bruit sec se fit entendre lorsque le mécanisme s'ouvrit en coulissant. L'Inoctavo n'avait plus de chaîne. Une faible lumière octarine joua sur sa reliure. Trimon tendit la main et s'en empara. Aucun des autres n'éleva d'objection. Il se sentit des picotements dans le bras. Il se tourna vers la porte. « Maintenant à la grande salle, mes frères, » dit-il. « Si vous permettez que je passe devant... » Il n'y eut pas d'objection. Il atteignit la porte, l'Inoctavo serré sous son bras. Le livre paraissait chaud et comme hérissé d'épines. À chaque pas, Trimon s'attendait à un cri, une protestation, mais rien ne vint. Il dut faire appel à toute sa maîtrise de soi pour se retenir de rire. C'était plus facile qu'il ne l'aurait cru. Les autres n'avaient traversé que la moitié du cul de basse-fosse claustrophobique, et Trimon atteignait déjà la porte. Ils avaient peut-être remarqué quelque chose dans le port de ses épaules, mais c'était trop tard parce qu'il avait franchi le seuil, agrippé la poignée, claqué le battant, tourné la clé, arboré le sourire. Il repartit tranquillement par le corridor en ignorant les cris de rage des mages qui venaient de découvrir qu'il est impossible de prononcer des sortilèges dans une pièce conçue pour rester imperméable à la magie. L'Inoctavo se tortilla, mais Trimon le tenait ferme. Il courait à présent et rejetait de son esprit les sensations horribles sous son bras à mesure que le livre se modifiait pour prendre des formes poilues, squelettiques et hérissées de piquants. Sa main s'engourdit. Les faibles pépiments qu'il entendait s'amplifièrent, et il perçut d'autres sons par derrière,
polissons, aguicheurs, des sons produits par des voix appartenant à des horreurs inimaginables qu'il n'imaginait que trop bien. Alors qu'il traversait au pas de course la grande salle et grimpait l'escalier principal, les ombres se mirent à bouger, à se reformer, à l'envelopper. Et il prit aussi conscience de quelque chose qui le suivait, quelque chose aux jambes véloces qui se déplaçait à une vitesse obscène. De la glace apparut sur les murs. Les ouvertures de portes se jetaient vers lui sur son passage en trombe. Sous ses pieds, l'escalier se mit à ressembler à une langue. Ce n'était pas pour rien que Trimon avait passé de longues heures à l'université dans le curieux équivalent d'un gymnase pour développer ses muscles mentaux. Il savait qu'il ne fallait pas se fier aux sens, car ils peuvent être abusés. Les marches sont là quelque part. Il faut vouloir qu'elles soient là, leur ordonner d'exister pendant que tu montes et, mon garçon, mieux vaut réussir ton coup. Parce que ce n'est pas que dans ton imagination. Chapitre 68. La grande atuine ralentit. De ses nageoires à la taille de continent, la tortue céleste lutta contre l'attraction de l'étoile et attendit. L'attente ne serait pas très longue. Chapitre 69. Rincevent se glissa dans la grande salle. Quelques torches y brûlaient et elles donnaient l'impression d'avoir été préparées en vue d'une quelconque cérémonie magique. Mais on avait renversé les chandeliers rituels. Les octogrammes intriqués tracés à la craie sur le sol étaient en partie effacés, comme si quelque chose avait dansé dessus. Et l'atmosphère dégageait une odeur désagréable, même pour les nez peu délicats d'Ankh-Morpork. Elle contenait une pointe de soufre, mais ça cachait quelque chose de pire. Ça sentait le fond d'un étang. Un fracas s'éleva au loin, suivi de nombreux cris. « On dirait que les portes ont cédé », commenta Rincevent. « Sortons d'ici », fit Béthane. « Les caves sont de ce côté », dit Rincevent qui franchit une porte voûtée. « Là-dessous ?»« Oui, vous préférez rester ici. » Il décrocha une torche de son support mural et commença de descendre l'escalier. Après quelques volées de marche, les lambris disparurent des parois et firent place à la pierre brute. Ici et là, on avait maintenu de lourdes portes ouvertes par des cales. « J'ai entendu quelque chose, » dit Defleur. Rincevent tendit l'oreille. Du bruit semblait en effet monter des profondeurs sous eux. Rien d'inquiétant. On aurait dit un tas de gens qui cognaient sur une porte et criaient « de l'huile !» Il ne s'agit pas de ces choses des dimensions de la basse-fosse dont vous nous avez parlé, hein, fit Béthane. Elle ne jure pas comme ça, dit Rincevent. Venez. Ils se hâtèrent le long des passages humides, suivirent la direction des cris d'imprécation et des grosses toux sèches, plutôt rassurantes d'ailleurs. Quiconque respirait aussi péniblement, se dirent les trois intrus, ne pouvait représenter un danger. Ils finirent par atteindre une porte dans un renfoncement. Elle paraissait de taille à résister à la mer. Elle avait un tout petit Judas. « Hé !» brailla Rincevent. Ça ne servait pas à grand-chose, mais il n'avait rien trouvé de mieux. Le silence se fit soudain. Puis une voix de l'autre côté de la porte demanda très lentement « Qui c'est, là, dehors ?» Rincevent reconnut la voix. Elle l'avait plus d'une fois brutalement tiré de ses rêveries pour le plonger dans la terreur durant les chauds après-midi de cour, des années auparavant. Il s'agissait de Lemuel Panteur, qui s'était jadis personnellement chargé d'enfoncer de force dans la tête du jeune Rincevent les rudiments de l'invocation et de la lecture dans les boules de cristal. Il se souvenait de ses yeux en trous de vrille dans une figure porcine, et de sa voix qui disait « Et maintenant, Monsieur Rincevent va venir au tableau nous dessiner le symbole en question. » Il se souvenait de son calvaire interminable pour gagner le devant de la classe qui attendait, tandis qu'il s'efforçait désespérément de retrouver ce que la voix monotone avait débité 5 minutes plus tôt. Même aujourd'hui, sa gorge se desséchait de terreur et de culpabilité diffuse. Il n'y manquait que les dimensions de la basse-fosse. « S'il vous plaît, monsieur, c'est moi, monsieur Rincevent, monsieur, » couina-t-il. Il vit Defleur et Béthane qui le fixaient, les yeux ronds, et il toussa. « Oui, » ajouta-t-il de la voix la plus grave qu'il réussit à prendre. « Voilà qui c'est. Rincevent. Parfaitement. »
Il y eut un concert de murmures de l'autre côté de la porte. Rincevent? Prince qui? Je me souviens d'un gars qui n'était pas... Le sortilège, vous vous rappelez? Rincevent? Une pause, puis la voix. Je suppose que la clé n'est pas dans la serrure, hein? Non, fit Rincevent. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. C'est bien de lui. Qui est à l'intérieur? Demanda Rincevent. Les maîtres de la sorcellerie, Dit la voix avec hauteur. qu'est-ce que vous faites là? Une nouvelle pause, puis une conférence de chuchotements embarrassés. Nous avons été enfermés. Dit la voix avec réticence. Comment ça? Avec l'Inoctavo? Chuchotis chuchota. L'Inoctavo, à vrai dire, n'est plus ici, à vrai dire, Reprit lentement la voix. Ah, mais vous y êtes. Fit Rincevent aussi poliment que possible, tout en souriant comme un nécrophile dans une morgue. Il semble que ce soit le cas. On peut faire quelque chose pour vous? Demanda Defleur d'une voix anxieuse. Vous pourriez essayer de nous faire sortir. Est-ce qu'on peut crocheter la serrure? Demanda Béthane. Pas la peine, Dit Rincevent. parfaitement inviolable. Je pense que Cohen y serait arrivé, dit Béthane sincère. Où qu'il soit. Le bagage aurait tôt fait de la défoncer. Renchérit Defleur. Enfin, c'est comme ça, dit Béthane. Sortons respirer l'air frais. Plus frais, en tout cas. Elle fit volte-face pour s'en aller. Attendez, Fit Rincevent. c'est toujours pareil, hein. Ce vieux Rincevent est incapable de la moindre idée, pas vrai? Ah non, ce n'est qu'un bouche-trou, voilà. Flanquez-lui donc un coup de pied au passage. Ne comptez pas sur lui, c'est D'accord, fit Béthane. On vous écoute alors. une nullité, un raté, rien que... Quoi? Comment allez-vous ouvrir la porte? Demanda Béthane. Rincevent la regarda bouche bée. Puis, il regarda la porte. Elle était vraiment très solide et la serrure se donnait un air supérieur. Mais il était déjà entré une fois, il y avait longtemps. L'étudiant Rincevent avait poussé la porte qui s'était ouverte, et un instant plus tard, le sortilège lui avait sauté dans la tête et gâché l'existence. Écoute, Fit une voix de l'autre côté de la porte, aussi aimablement que possible. tu vas nous chercher un mage. Tu es un brave garçon. Rincevent prit une profonde inspiration. Reculez. Grinça-t-il. Quoi? Trouvez quelque chose pour vous cacher derrière. Aboya-t-il d'une voix à peine tremblante. Vous aussi. Dit-il à Béthane et Defleur. Mais vous ne pouvez pas... Je ne rigole pas. Il ne rigole pas, confirma Defleur. cette petite veine sur le côté de son front, vous savez, quand elle bat comme ça, eh bien, La ferme. Rincevent leva un bras mal assuré et le tendit vers la porte. Le silence était total. Oh Dieu, songea-t-il. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Dans les ténèbres au fond de son esprit, le sortilège remua, inquiet. Rincevent essaya de se mettre au diapason, un truc comme ça avec le métal de la serrure. S'il pouvait semer la zizanie dans ses atomes et qu'il se désolidarise, rien ne se produisit. Il déglutit péniblement et dirigea son attention vers le bois, vieux et presque fossilisé. Il ne brûlerait probablement pas, même imbibé d'huile et jeté dans un fourneau. Il essaya malgré tout et tenta d'expliquer aux vieilles molécules qu'elles devaient s'efforcer de sautiller pour se réchauffer. Dans le silence de son esprit, il regarda méchamment le sortilège qui prit un air penaud. Il considéra l'espace qui entourait le battant, se demanda s'il ne pourrait pas le modifier, lui donner des formes bizarres pour expédier la porte carrément dans un autre ensemble de dimensions. La porte ne bougea pas, solide et provocante. Il était en nage et recommençait en esprit le parcours interminable vers le tableau devant la classe rigolarde. Il se tourna à nouveau désespérément vers la serrure. Elle devait être faite de petits bouts de métal, pas très lourds. Par le Judas lui parvint de très légers bruits, ceux de mages qui se décrispaient et secouaient la tête. Quelqu'un chuchota « Je vous avais dit ». Un faible grincement se fit entendre, suivi d'un cliquetis. Le visage de Rincevent était un masque. La sueur lui dégoulinait du menton. Un autre cliquetis.
puis le grincement de broches récalcitrantes. Trimon avait huilé la serrure, mais la rouille et la poussière séculaire avaient bu l'huile, et le seul moyen pour un mage de déplacer quelque chose par magie, à moins de céder d'une force annexe, c'est d'utiliser le levier de son propre esprit. Rincevent faisait de gros efforts pour empêcher son cerveau de lui ressortir par les oreilles. La serrure ferrailla. Des tiges de métal fléchirent dans des cannelures rongées, cédèrent, poussèrent des leviers. Les leviers cliquetèrent, des crans s'enclenchèrent. Un long grincement s'échappa qui laissa Rincevent sur les genoux. La porte s'ouvrit sur des gonds à la peine. Les mages se glissèrent prudemment hors de la cave. De Fleur et Béthane aidèrent Rincevent à se remettre debout. Il chancelait, le teint blême. « Pas mal », fit l'un des maîtres en examinant la serrure. « Un peu lent, peut-être. »« Laissez tomber. » jeta Gigladwert. « Vous trois, là, vous avez croisé quelqu'un en descendant ?»« Non, » répondit De Fleur. « On a volé l'Inoctavo. » Rincevent redressa brusquement la tête. Ses yeux accommodèrent. « Qui ça ?»« Trimon. » Rincevent déglutit. « Grand, » fit-il. « Blond, un peu l'air d'un furet. » « Maintenant que vous m'y faites penser... » « Il était dans ma classe. » le coupa Rincevent. « Tout le monde disait qu'il irait loin. »« Il ira beaucoup plus loin s'il ouvre le livre. » dit un des mages qui se roulait vite fait une cigarette entre ses doigts tremblants. « Pourquoi donc ?» demanda De Fleur. « Qu'est-ce qui va se passer ?» Les mages se regardèrent les uns les autres. « C'est un ancien secret transmis de mage à mage. On ne peut pas le divulguer aux non-initiés. » dit Wert. « Oh, allez !» fit De Fleur. « Ah, bah ça n'a probablement plus d'importance. Un seul esprit ne peut contenir tous les sortilèges. Il va se détraquer et laisser un trou. »« Quoi ? Dans sa tête ?»« Non, dans la structure de l'univers, » dit Wert. Trimon se croit peut-être capable de maîtriser tout seul. Ils sentirent le bruit avant de l'entendre. Il prit naissance dans la pierre par une lente vibration. Puis il monta soudain en une plainte acérée qui franchissait les tympans pour s'enfoncer directement dans le cerveau. Il ressemblait à une voix humaine qui chantait, ou qui psalmodiait, ou qui criait, mais qui recelait des harmoniques plus profondes et plus horribles. Les mages pâlirent. Puis, comme un seul homme, ils se retournèrent et se précipitèrent à l'assaut des marches. Il y avait foule à l'extérieur du bâtiment. Des gens tenaient des torches, d'autres avaient cessé d'entasser du petit bois autour des murs, mais tout le monde avait les yeux levés vers la tour de l'art. Les mages se frayèrent un chemin au travers des corps indifférents et firent volte-face pour regarder en l'air. Le ciel était plein de lunes, chacune 3 fois plus grande que celle du disque, et chacune dans l'ombre à l'exception d'un croissant rose qui captait la lumière de l'étoile. Mais au premier plan, le sommet de la tour de l'art était le théâtre d'une furieuse agitation. On apercevait fugitivement des formes à l'intérieur, des formes qui n'avaient rien de rassurant. Le son s'était à présent changé en un bourdonnement de guêpes, amplifié 1 million de fois. Certains mages se laissèrent tomber à genoux. « Il a réussi », dit Wert en secouant la tête. « Il a ouvert une brèche. »« Ces choses-là, ce sont des démons ?» demanda De Fleur. « Ah, des démons !» fit Wert. « Ce serait une partie de plaisir comparée à ce qui va tenter de passer par la brèche. » « Pire que tout ce qu'on peut imaginer, » dit Panther. « Je suis capable d'imaginer des horreurs, » dit Rincevent. « Celles-là sont pires. »« Ah !» « Et qu'est-ce que vous proposez comme solution ?» lança une voix claire. Ils se retournèrent. Béthane les fustigeait du regard, bras croisés. « Pardon, » fit Wert. « Vous êtes des mages, non ? Alors au boulot. »« Quoi ? S'attaquer à ça ?» fit Rincevent. « Vous voyez quelqu'un d'autre ?» Wert s'avança. « Madame, je n'ai pas l'impression que vous compreniez vraiment. » « Les dimensions de la basse fosse vont se déverser dans notre univers, c'est ça ?» interrogea Béthane. « Eh bien, oui. » « On se fera tous bouffer par des machins qui ont des tentacules à la place de la figure, c'est ça ?»« Rien d'aussi agréable, mais... » « Et vous allez laisser faire ?»« Écoutez, » dit Rincevent. « Tout est fini, vous voyez. On ne peut pas replacer les sortilèges dans le livre. On ne peut pas rattraper ce qui a été dit, on ne peut pas... On peut toujours essayer. »
Rincevent soupira et se tourna vers Defleur. Il n'était pas là. Les yeux de Rincevent se portèrent inévitablement vers le pied de la tour de l'art, juste à temps pour voir disparaître par une porte la silhouette rondouillarde du touriste tenant l'épée d'une main inexperte. Les pieds de Rincevent décidèrent pour lui. Du point de vue de sa tête, il faisait fausse route. Les autres mages le regardèrent partir. Alors, fit Béthane, il y va, lui. Chacun s'efforça de ne pas croiser le regard des collègues. Wert finit par dire « On pourrait essayer, j'imagine. Ça n'a pas l'air de s'étendre. » « Mais il ne nous reste pour ainsi dire plus de magie, » objecta l'un des mages. « Vous avez une meilleure idée, alors ?» Un par un, leurs robes de cérémonie scintillant dans l'étrange lumière, les mages pivotèrent et s'acheminèrent vers la tour. Le bâtiment était creux à l'intérieur. Les girons de pierre de son escalier en spirale suivaient les parois, fixées par du mortier. Defleur avait déjà gravi plusieurs pas d'hélice lorsque Rincevent le rattrapa. « Attends, » lui dit-il aussi allègrement qu'il le put. « Ce genre de travail, c'est pour des hommes comme Cohen, pas pour toi, sans vouloir t'offenser. » « Il arriverait à quelque chose ?» Rincevent leva les yeux vers la lumière actinique qui piquait vers eux depuis le trou tout en haut des marches. « Non, » reconnut-il. « Alors, je peux faire aussi bien que lui, non ?» dit Defleur qui brandit l'épée qu'il avait chapardée. Rincevent le suivit par petits bonds en se tenant au plus près du mur. « Tu ne comprends pas, » cria-t-il. « Il y a des horreurs inimaginables là-haut. »« Tu as toujours dit que je n'avais pas d'imagination. »« C'est un fait, oui, » admit Rincevent. « Mais... » Defleur s'assit. « Écoute, » dit-il. « J'attends ça depuis mon arrivée ici. Je veux dire, c'est une aventure, non? Seul contre les dieux, tu vois le genre. » Rincevent ouvrit et referma la bouche quelques secondes avant de pouvoir articuler le premier mot. « Tu sais te servir d'une épée ?» fit-il d'une voix faible. « Aucune idée, je n'ai jamais essayé. Tu es fou. » Defleur le considéra, la tête penchée. « Tu peux parler, » dit-il. « Je suis ici parce que je ne sais pas quoi faire, mais tu t'es regardé. » Il tendit le doigt vers les autres mages en dessous, qui gravissaient péniblement les marches. « Et eux ?» De la lumière bleue tombant d'en haut perfora l'intérieur de la tour. Le tonnerre gronda. Les mages parvinrent à leur niveau, toussant horriblement et cherchant désespérément leur respiration. « C'est quoi le plan ?» demanda Rincevent. « Il n'y en a pas, » répondit Wert. « Bien, parfait, » fit Rincevent. « Je vais vous laisser vous en occuper alors. »« Tu viens avec nous, » dit Panther. « Mais je ne suis même pas un vrai mage. Vous m'avez fichu à la porte, vous vous rappelez ?»« Je n'ai jamais connu d'étudiant aussi nul, » dit le vieux mage. « Mais tu es là et tu n'as pas besoin d'autres qualifications. Viens. » La lumière vacilla et s'éteignit. Les bruits horribles moururent comme étranglés. Le silence envahit la tour, un de ces silences lourds, oppressants. « Ça s'est arrêté, » dit Defleur. Quelque chose bougea là-haut sur le cercle de ciel rouge. Un objet qui tombait lentement, qui tournait sur lui-même et se déportait d'un côté à l'autre. Il atterrit sur les marches un tour d'hélice au-dessus du groupe. Rincevent le rejoignit le premier. C'était l'Inoctavo. Mais il gisait sur la pierre aussi mou, aussi inerte que n'importe quel autre livre. Ses pages voltaient dans le fort courant d'air ascensionnel de l'édifice. Defleur arriva en soufflant derrière Rincevent et baissa les yeux. « Blanche, » dit-il. « Toutes les pages sont complètement blanches. »« Alors il l'a fait, » dit Wert. « Il a prononcé les sortilèges. Il a réussi. Je n'aurais pas cru. »« Tout ce vacarme, » objecta Rincevent. « Et puis la lumière, les formes. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il est si bien réussi que ça. »« Oh, on obtient toujours un certain nombre d'effets secondaires extradimensionnels au cours d'une opération magique d'importance, » coupa court Panther. « Ça impressionne les gens, rien de plus. »« Ça ressemblait à des monstres là-haut, » dit Defleur qui se rapprocha de Rincevent. « Des monstres ? Montrez-moi des monstres, » fit Wert. Instinctivement, ils levèrent la tête. Il n'y avait aucun bruit. Rien ne bougeait sur le cercle de lumière. « Je crois que nous devrions monter et... le féliciter, » proposa Wert.
Le féliciter. explosa Rincevent. Il a volé l'Inoctavo. Il vous a bouclé. Les mages échangèrent des regards entendus. Oui, bon, fit l'un d'eux. Quand tu auras progressé dans le métier, mon garçon, tu sauras qu'il y a des circonstances où l'important c'est la réussite. C'est le résultat qui compte, lâcha Wert brutalement. Pas la façon d'y arriver. Les mages reprirent leur ascension de l'escalier en spirale. Rincevent s'assit et fixa les ténèbres d'un œil mauvais. Il sentit une main sur son épaule. C'était De Fleur, qui tenait l'Inoctavo. Ce ne sont pas des manières de traiter un livre, dit-il. Regarde, il a carrément retourné et cassé le dos. Les gens font toujours ça. Ils ne savent pas prendre soin des livres. Ouais, répondit vaguement Rincevent. Ne t'en fais pas, dit De Fleur. Je ne m'en fais pas. Je suis seulement en colère, fit sèchement Rincevent. Passe-moi ce foutu bouquin. Il se saisit du livre et l'ouvrit rageusement d'un geste brusque. Il farfouilla au fond de sa tête, là où nichait le sortilège. Bon, gronda-t-il. Tu t'es bien amusé. Tu m'as gâché la vie. Alors maintenant, retourne d'où tu viens. Mais protesta De Fleur. Le sortilège, c'est au sortilège que je parle, dit Rincevent. Allez, retourne sur la page. Il jeta à l'antique parchemin un regard furieux qui finit par le faire loucher. Alors je vais te prononcer, cria-t-il. Et sa voix se répercuta en écho jusqu'en haut de la tour. Rejoins donc les autres et grand bien de face. Il refourra le livre entre les bras de De Fleur et monta l'escalier d'un pas mal assuré. Les mages avaient atteint le sommet et disparu hors de vue. Rincevent grimpait à leur suite. Mon garçon, marmonnait-il. Quand j'aurai progressé dans le métier, J'ai quand même réussi à me balader pendant des années avec l'un des grands sortilèges dans le ciboulot sans devenir complètement fou, non? Il étudia ce dernier point sous tous les angles. Ouais, c'est bien vrai, se rassura-t-il. Tu ne t'es pas mis à parler aux arbres, même quand ce sont les arbres qui se sont mis à te parler à toi. Sa tête émergea dans l'air lourd, au sommet de la tour. Il s'était attendu à voir des pierres noircies par le feu, sillonnées de traces de griffes, voire pire encore. Au lieu de cela, il vit les 7 vieux mages debout près d'un Trimon parfaitement indemne. Trimon se retourna et sourit aimablement à Rincevent. « Ah, Rincevent, joins-toi à nous, tu veux ?» Alors voilà, se dit Rincevent. Toute cette histoire pour rien. Peut-être que je ne suis vraiment pas doué pour être mage. Peut-être que... Il leva les yeux pour les plonger dans ceux de Trimon. C'était peut-être le sortilège qui, à force de vivre des années durant dans la tête de Rincevent, lui avait modifié la vue. Peut-être le temps passé en compagnie de De Fleur, qui voyait seulement les choses telles qu'elles devaient être, lui avait-il appris à les voir telles qu'elles sont. Mais Rincevent n'avait assurément jamais rien accompli d'aussi difficile, et de loin, dans toute son existence, que de regarder Trimon sans se sentir horriblement malade, ni céder à la panique et prendre ses jambes à son cou. Les autres paraissaient n'avoir rien remarqué. Ils paraissaient également figés sur place. Trimon avait essayé de contenir les 7 sortilèges dans son esprit qui avait cédé. Du coup, les dimensions de la basse-fosse l'avaient trouvé, leur brèche. Fallait être bête pour s'imaginer que les choses allaient débarquer au pas cadencé par une sorte de déchirure dans le ciel, mandibules et tentacules au vent. C'était dépassé, ces histoires-là, bien trop risquées. Même les horreurs sans nom apprenaient à vivre avec leur temps. Tout ce dont elles avaient besoin, c'était une tête où pénétrer. Les yeux de Trimon n'étaient que 2 trous vides. La révélation transperça l'esprit de Rincevent comme un poignard de glace. Les dimensions de la basse-fosse tenaient de la garderie d'enfants en regard de ce que les choses étaient capables de commettre dans un univers ordonné. Les gens avaient soif d'ordre. Eh bien, ils allaient en avoir de l'ordre. Celui du tour de vis, la loi immuable des lignes droites et des chiffres. Ils allaient en baver. Trimon le regardait. Quelque chose le regardait. Et les autres n'avaient toujours rien remarqué. Saurait-il seulement expliquer? Trimon semblait le même qu'avant, en dehors des yeux et d'une peau légèrement luisante. Rincevent le fixait et savait qu'il y avait bien pire que le mal. Tous les démons de l'enfer torturent les âmes, mais c'est parce qu'ils en font grand cas, justement. Si le mal essaye sans cesse de s'approprier l'univers, au moins il estime qu'il en vaut la peine.
Mais le monde gris derrière ses yeux vides piétinerait et détruirait sans même accorder à ses victimes la dignité de la haine. Il ne leur prêterait pas la moindre attention. Trimon tendit la main. « Le 8e sortilège, dit-il. Donne-le-moi. » Rincevant recula. « C'est de la désobéissance, Rincevant. Je suis ton supérieur. Après tout, j'ai même été élu chef suprême de tous les ordres. » Vraiment, fit Rincevant d'une voix rauque. Il jeta un coup d'œil aux autres mages, immobiles, de vraies statues. « Ah oui, dit Trimon d'un ton enjoué. Je n'ai pas eu beaucoup à les pousser d'ailleurs. Très démocratique. »« Moi, j'aime mieux la tradition, répliqua Rincevant. Même les morts ont des voix. »« Tu vas me donner le sortilège de ton plein gré, dit Trimon. Tu veux que je te montre ce que je ferai sinon. Et tu finiras quand même par le donner. Tu hurleras pour que je l'accepte. Si toute cette aventure doit se terminer, c'est maintenant, songea Rincevant. Faudra venir le prendre, dit-il. Je ne vous le donnerai pas. Je me souviens de toi, reprit Trimon. Pas terrible comme étudiant, si je me rappelle bien. Tu ne faisais jamais vraiment confiance à la magie. Tu n'arrêtais pas de dire qu'il devait exister une meilleure façon de faire marcher un univers. Eh bien, tu vas voir. J'ai des projets. Ensemble, nous allons pouvoir... Pas ensemble, le coupa Rincevant d'un ton ferme. Donne-moi le sortilège. Essayez donc de le prendre, dit Rincevant qui recula. Je ne crois pas que vous y arriverez. Oh. Rincevant sauta de côté lorsque du feu octarine fusa des doigts de Trimon et laissa sur les pierres une flaque de roche bouillonnante. Il sentit le sortilège se tapir au fond de son esprit. Il sentit sa peur. Dans les cavernes silencieuses de son cerveau, il alla le chercher. Le sortilège surpris battit en retraite, comme un chien devant un mouton enragé. Rincevant le poursuivit, trépignant de fureur à travers les quartiers désaffectés et les secteurs sinistrés des quartiers déshérités de son subconscient, et finit par le découvrir recroquevillé derrière un tas de souvenirs réformés. Le sortilège poussa un rugissement silencieux de défi. Mais ça ne prenait pas avec Rincevant. « Alors c'est comme ça, lui cria-t-il. Au moment de l'épreuve de force, tu vas te cacher. Tu as la trouille. » Le sortilège répondit. « C'est absurde. Tu ne peux pas croire ça. Je suis l'un des 8 sortilèges. » Mais Rincevant s'avança, en colère, et lui brailla. « Peut-être. Mais le fait est que je le crois et tu ferais mieux de te rappeler dans quelle tête tu habites, vu. Je suis libre de croire tout ce que je veux là-dedans. » Rincevant effectua un nouveau bond de côté pour éviter une seconde giclée de feu qui transperça la chaleur de la nuit. Trimon sourit et fit un autre mouvement compliqué des mains. Une pression s'exerça sur Rincevant. Il lui semblait qu'on prenait chaque centimètre de sa peau pour une enclume. Il s'effondra sur les genoux. « Je peux faire bien pire, » dit aimablement Trimon. « Je peux te faire brûler la chair sur les os ou te remplir le corps de fourmis. J'ai le pouvoir de... » « Moi, j'ai une épée, vous savez. » La voix grinçait de défi. Rincevant redressa la tête. À travers un brouillard violet de douleur, il vit, debout derrière Trimon, 2 fleurs qui tenaient son épée à l'envers. Trimon éclata de rire et plia les doigts. Son attention fut un instant détournée. Rincevant était en colère. En colère à cause du sortilège, à cause du monde et de son injustice, à cause du fait qu'il n'avait pas beaucoup dormi ces derniers temps et qu'il n'arrivait pas à penser correctement. Mais il était surtout en colère contre ce Trimon qui possédait toute la magie que lui, Rincevant, avait toujours voulu acquérir sans jamais y parvenir, et qui n'en tirait rien de bon. Il bondit, donna de la tête dans l'estomac du mage et le ceignit de ses bras dans un geste désespéré. 2 fleurs furent éjectées de côté lorsqu'ils y glissèrent sur les pierres. Trimon gronda et prononça la première syllabe d'un charme, mais Rincevant le frappa sauvagement d'un coup de coude à la volée dans le cou. Un jet de magie libéré lui roussit les cheveux. Rincevant se battait comme il l'avait toujours fait, sans technique, ni règle, ni tactique, mais en brassant beaucoup d'air. La stratégie consistait à empêcher l'adversaire de s'apercevoir trop vite qu'il n'était pas un bon bagarreur et qu'il manquait de force. Ça marchait souvent. Pour l'heure, ça marchait parce que Trimon avait passé trop de temps à lire les manuscrits anciens et pas assez pris d'exercice physique ni de vitamines. Il réussit à porter quelques coups que Rincevant, tout à sa fureur, ne remarqua même pas.
Mais il ne se servait que de ses mains alors que l'autre recourait aussi aux genoux, aux pieds et aux dents. Pour tout dire, Rincevent gagnait. Ça lui fit un choc. Le choc fut encore plus grand lorsqu'il s'agenouilla sur la poitrine de son adversaire pour le cogner à coups redoublés sur la tête, et que la figure de Trimon se transforma. La peau frissonna et ondoya comme s'il la voyait à travers une brume de chaleur. Et Trimon parla. « Aide-moi. » Un court instant, Rincevent lut dans les yeux levés vers lui la peur, la souffrance et la supplication. Puis ce ne furent plus des yeux mais des choses à facettes multiples sur une tête qu'on ne pouvait qualifier ainsi qu'en étendant la définition à son extrême limite. Des tentacules, des pattes et des serres en dents de scie se déplièrent pour arracher la maigre chair des os de Rincevent. De Fleur, la tour et le ciel rouge, tout disparut. Le temps ralentit sa course et s'arrêta. Rincevent mordit violemment un tentacule qui cherchait à lui déchirer le visage. Comme l'appendice se tordait de douleur, il avança la main et la sentit briser quelque chose de chaud et de spongieux. On l'observait. Il tourna la tête et vit qu'il se battait à présent dans l'arène d'un gigantesque amphithéâtre. De chaque côté, des rangées entières de créatures avaient les yeux baissés vers lui. Des créatures dont les corps et les têtes semblaient tout droit issus d'hybridations cauchemardesques. Il eut la vision fugitive d'horreurs encore plus grandes derrière lui, d'ombres immenses qui s'étendaient jusqu'au ciel couvert. Ensuite, le monstre Trimon lui décocha un coup de dard barbelé de la taille d'une lance. Rincevent esquiva puis pivota, les deux mains serrées en un seul point qui frappa la chose dans le ventre, à moins que ce ne fût le thorax. Le coup rendit un son réjouissant de chitine écrasée. Il plongea en avant, poussé désormais par la terreur de ce qui arriverait s'il arrêtait de se battre. L'arène fantomatique résonnait des pépiments des créatures de la basse-fosse, comme un mur de bruissement qui lui martelait les oreilles pendant qu'il bataillait. Il imagina ce bruit qui envahissait le disque et il balança coup après coup pour sauver le monde des hommes, pour préserver le petit cercle de lumière dans la nuit du chaos et refermer la brèche par où s'introduisait le cauchemar. Mais il frappait surtout son adversaire pour l'empêcher de riposter. Des griffes ou des serres lui tracèrent des sillons chauffés à blanc dans le dos, et quelque chose lui mordit l'épaule. Mais il trouva une poignée de tubes mous au milieu de tous les poils et écailles et il les pressa violemment. Un bras hérissé de piquants l'envoya rouler au loin dans la poussière noire et cendreuse. Instinctivement, il se mit en boule, mais rien ne se produisit. La charge furieuse qui l'attendait ne vint pas. Et lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit la créature s'éloigner clopin-clopant en perdant divers liquides en cours de route. C'était la première fois qu'on fuyait devant Rincevent. Il fonça derrière elle, attrapa une patte écailleuse et tordit. La créature pépia vers lui et battit désespérément de ses appendices encore en état de marche, mais la prise de Rincevent tenait bon. Le mage se redressa et flanqua un dernier et solide coup de poing dans l'œil qui restait à la chose. Elle hurla et voulut s'échapper, et elle n'avait qu'un seul endroit où s'échapper. La tour et le ciel rouge revinrent dans un déclic de temps rétabli. Sitôt qu'il sentit les dalles solides sous ses pieds, Rincevent jeta son poids de côté et roula sur le dos, à une longueur de bras de la créature forcenée. « Maintenant !» hurla-t-il. « Quoi maintenant ?» fit De Fleur. « Ah, oui, d'accord. » Il abattit l'épée maladroitement mais avec une certaine force. La lame manqua Rincevent de quelques centimètres et s'enfonça profondément dans la chose. Elle émit un bourdonnement strident, comme si De Fleur avait éventré un nid de guêpes et la mêlée de bras, de jambes et de tentacules se convulsèrent dans les affres de l'agonie. La créature roula à nouveau sur elle-même, sans cesser de hurler et de frapper les dalles de pierre. Puis elle ne frappa plus rien du tout parce qu'elle bascula par-dessus le bord de l'escalier en entraînant Rincevent avec elle. Des craquements spongieux montèrent du trou tandis qu'elle rebondissait sur quelques marches, puis un cri lointain et décroissant quand elle chuta sur toute la hauteur de la tour. Il y eut enfin une explosion sourde et un éclair de lumière octarine. De Fleur se retrouva alors tout seul au sommet de la tour. Tout seul, à l'exception des 7 mages qui semblaient toujours figés sur place. Il était là, ahuri lorsque 7 boules de feu montèrent de l'obscurité et plongèrent dans l'inoctavo abandonné qui parut soudain beaucoup plus intéressant, comme s'il redevenait lui-même. « Oh là là !» fit-il. « Ce sont les sortilèges sûrement. » De Fleur. La voix était caverneuse, comme en écho, mais on reconnaissait bien Rincevent. De Fleur suspendit son geste vers le livre.
Oui, fit-il. c'est. C'est toi, Rincevent? Oui, répondit la voix aux accents de tombeau. Il y a quelque chose de très important que je veux que tu fasses pour moi, De Fleur. De Fleur regarda autour de lui. Il se ressaisit. Ainsi le sort du disque allait dépendre de lui en fin de compte. Je suis prêt. Dit-il, la voix vibrante de fierté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'abord, je veux que tu écoutes avec une grande attention. Dit patiemment la voix désincarnée de Rincevent. J'écoute. Il est très important qu'au moment où je vais t'expliquer que faire, tu ne me demandes pas qu'est-ce que tu veux dire, ni que tu discutes, ni rien, compris? De Fleur se mit au garde à vous, du moins son esprit, car son corps en était vraiment incapable. Il fit saillir plusieurs de ses mentons. Je suis prêt. Dit-il. Bien. À présent, ce que je veux que tu fasses, c'est... Oui, La voix de Rincevent monta des profondeurs de l'escalier. je veux que tu viennes m'aider à remonter avant que mes doigts ne glissent de cette pierre. Dit-il. De Fleur ouvrit la bouche puis la referma aussitôt. Il courut au trou carré et scruta le vide. À la lumière rouge de l'étoile, il parvint à distinguer les yeux du mage levés vers lui. Il s'allongea sur le ventre et tendit la main. Celle de Rincevent lui agrippa le poignet d'une étreinte qui faisait comprendre aux touristes que, si le mage n'était pas remonté, rien ne lui ferait lâcher prise. Je suis content que tu sois en vie, Dit-il. Parfait. Moi de même, Dit Rincevent. Il attendit un moment dans le noir. Après les instants qu'il venait de vivre, c'était presque agréable, mais presque seulement. Alors, tu me remontes? Suggéra-t-il. Je crois que ça risque d'être difficile. Grommela De Fleur. Je n'ai pas vraiment l'impression de pouvoir y arriver, en fait. À quoi tu te tiens alors? À toi? Je veux dire, en dehors de moi, Comment ça, en dehors de toi? fit De Fleur. Rincevent lâcha un vilain mot. Bon, écoute, Dit De Fleur. l'escalier est en spirale, d'accord? Si j'arrive à te balancer et qu'ensuite tu te laisses... Si c'est pour me proposer de me laisser tomber sur 5, 6 mètres du haut d'une tour noire comme un four dans l'espoir de me cogner contre 2 ou 3 petites marches glissantes qui ne sont peut-être même plus là, ce n'est pas la peine. Dit sèchement Rincevent. Alors, il y a une autre solution. Accouche, mon vieux. Tu te laisses tomber sur 50, 60 mètres du haut d'une tour noire comme un four et tu te cognes contre des pierres qui sont certainement là. Dit De Fleur. Un silence de mort lui parvint d'en dessous. Puis Rincevent lança d'un ton accusateur. C'était un sarcasme. Je n'ai fait qu'énoncer l'évidence, il me semble. Rincevent grogna. Je suppose que tu ne pourrais pas faire un brin de magie, Commença De Fleur. non. C'était juste une idée. Une lumière vacilla tout en bas. Des cris confus s'élevèrent, puis davantage de lumière, davantage de cris, et un chapelet de torches entreprit l'ascension de la longue spirale. Voilà des gens qui montent l'escalier. Dit De Fleur, toujours prêt à renseigner. J'espère qu'ils courent, Dit Rincevent. je ne sens plus mon bras. Tu as de la chance. Fit De Fleur. Moi, je sens le mien. La torche de tête s'arrêta dans sa montée, et une voix retentit qui remplit la tour creuse d'échos inintelligibles. Je crois Fit De Fleur, conscient de lentement glisser plus avant dans le trou. qu'on nous disait de tenir bon. Rincevent lâcha un autre vilain mot. Puis, d'une voix plus basse et plus pressante. Pour tout dire, je ne crois pas pouvoir tenir plus longtemps. Essaye. Pas la peine. Ma main glisse, je le sens. De Fleur soupira. L'heure était aux mesures énergiques. Alors, d'accord, Dit-il. dégringole donc. Pour ce que j'en ai à faire. Quoi? Fit Rincevent si surpris qu'il en oublia de lâcher prise. Vas-y, meurs. Choisis la solution de facilité. Facilité. Tout ce que tu as à faire, c'est te laisser tomber à pic dans le vide en hurlant et de te fracasser tous les os. Dit De Fleur. N'importe qui peut y arriver. Et vas-y. Ne t'imagine surtout pas que tu doives rester en vie parce qu'on a besoin de toi pour prononcer les sortilèges et sauver le disque. Oh non! Qui ça intéresse qu'on meure tous grillés? Allez, pense d'abord à toi. Lâche donc. Il y eut un long silence embarrassé. Je ne sais pas pourquoi. Finit par dire Rincevent d'une voix plus forte qu'il n'était nécessaire.
Mais depuis que je te connais, j'ai l'impression d'avoir passé mon temps suspendu, à deux doigts de tomber. La tombe. corrigea De Fleur. Quoi, la tombe? De la tombe? Dit obligeamment De Fleur qui tâcha d'ignorer le glissement lent mais inexorable de son ventre sur les dalles. À deux doigts de la tombe. Tu n'aimes pas l'altitude. L'altitude, ça m'est bien égal. Fit la voix de Rincevent dans les ténèbres. Je m'en accommode de l'altitude. C'est le vide qui me préoccupe pour le moment. Tu sais ce que je vais faire quand on sera sorti de là? Non. Répondit De Fleur qui se coinça les orteils dans une fissure des dalles et tenta de s'immobiliser par la seule force de sa volonté. Je vais me bâtir une maison dans le pays le plus plat que je pourrai trouver. Elle n'aura qu'un rez-de-chaussée, et j'éviterai même de porter des sandales à semelles compensées. La torche de tête parvint au dernier tour de la spirale, et le regard de De Fleur tomba sur la figure hilare de Cohen. Derrière lui, il distingua la masse rassurante du bagage qui continuait de gravir les marches à petits bonds maladroits. « Tout va bien? Lança Cohen. Je peux faire quelque chose. » Rincevent prit une profonde inspiration. De Fleur reconnut les symptômes. Rincevent s'apprêtait à donner une réponse du genre « Oui, ça me démange derrière le cou, alors si vous pouviez me gratter en passant. » Ou « Non, ça m'amuse de pendouiller au-dessus des précipices insondables. » De Fleur se dit qu'il ne le supporterait pas. Il répondit aussitôt « Ramenez Rincevent sur les marches. » ordonna-t-il sèchement. Les poumons de Rincevent se vidèrent dans un grognement. Cohen l'attrapa autour de la taille et le propulsa sans cérémonie sur les pierres. « Il y a une infâme bouillée étalée par terre en bas, » dit-il histoire de causer. « C'était qui? » « Est-ce que... » Rincevent déglutit. « Est-ce que ça avait... vous savez... des tentacules et tout? » ?»« Non, » répondit Cohen. « Rien que des morceaux ordinaires, un peu dispersés évidemment. » Rincevent regarda De Fleur qui secoua la tête. « Un mage dépassé par les événements, voilà tout, » dit-il. La démarche chancelante, les bras lui criant leurs reproches, Rincevent se laissa aider à remonter sur le toit de la tour. « Comment vous êtes arrivé ici ?» demanda-t-il. Cohen désigna le bagage qui avait rejoint De Fleur en courant et ouvert son couvercle comme un chien qui sait qu'il n'a pas été sage et espère qu'une prompte démonstration d'affection lui évitera le journal roulé de l'autorité. « Plein de bosses, mais rapide, » dit le héros. « Je vais te dire, quand t'es là-dessus, personne essaye de t'arrêter. » Rincevent leva les yeux vers le ciel. Il était rempli de lune, immense galette grêlée de cratères, à présent 10 fois plus grosse que celle toute petite du disque. Il les considéra sans grand intérêt. Il se sentait moulu, distendu bien au-delà du point de rupture, aussi fragile qu'un vieil élastique. Il remarqua que De Fleur essayait d'armer sa boîte à images. Cohen regardait les 7 anciens mages. « Trop d'endroit pour exposer des statues, » dit-il. « Pour quel public? Remarque, ça vaut pas grand-chose, je dois dire. Pas fameux comme travail. » Rincevent tituba jusqu'à Werth et lui tapota légèrement la poitrine. C'était de la bonne pierre bien dure. « Et voilà, songea-t-il, je vais rentrer chez moi. » Attends, je suis chez moi, à quelque chose près. Alors, ce que je veux, c'est une bonne nuit de sommeil, et peut-être que tout ira mieux demain matin. Ses yeux tombèrent sur l'inoctavo. De menus éclairs de feu octarine en dessinaient les contours. « Ah, oui, » se dit-il. Il le ramassa et feuilleta négligemment les pages. Elles étaient épaisses et couvertes d'une graphie alambiquée qui changeait et se reformait alors même qu'il l'examinait. Elle avait l'air de ne pas savoir quelle tournure se donner. Tantôt c'étaient des caractères d'imprimerie ordonnés tout bêtes, tantôt une suite de runes anguleuses. Puis la sorcelographie contournée qui tienne. Puis les pictogrammes d'une écriture ancienne, maléfique et oubliée, apparemment composée exclusivement d'êtres reptiliens dégoûtants qui se faisaient mutuellement des choses compliquées et douloureuses. La dernière page était vierge. Rincevent soupira et lança un regard dans le fond de son esprit. Le sortilège lui retourna. Il en avait rêvé de cet instant, celui où il expulserait enfin l'intrus, recouvrerait la libre jouissance de sa tête et apprendrait tous ces sorts secondaires qui avaient jusqu'alors eu trop peur de rester en lui.
Il ne savait pas pourquoi, mais il s'était attendu à quelque chose de plus excitant. Exténué qu'il était et d'humeur à ne supporter aucune discussion, il se contenta de fixer froidement le sortilège et d'agiter en pensée un pouce par-dessus son épaule. « Toi là, oust !» Le sortilège donna un instant l'impression de vouloir protester, mais il eut la sagesse de n'en rien faire. Des picotements, un éclair bleu derrière les yeux, puis une impression de vide. Lorsque Rincevent posa le regard sur la page, elle était couverte de mots. À nouveau des runes. Il s'en réjouissait, les pictogrammes reptiliens n'étaient pas seulement innommables, mais probablement imprononçables aussi. Et ils éveillaient chez lui des souvenirs qu'il aurait beaucoup de mal à oublier. Il contemplait le livre d'un air bête tandis que deux fleurs s'affairaient autour de lui sans qu'il s'en rende compte, et que Cohen s'efforçait vainement de retirer leur bague au mage pétrifié. Il avait quelque chose à faire, se rappela-t-il. C'était quoi, au juste? Il ouvrit le livre à la première page et commença de lire. Ses lèvres bougeaient pendant que son doigt suivait le tracé des lettres. Chaque mot qu'il marmonnait apparaissait silencieusement dans l'air auprès de lui, en couleurs vives qui se diffusaient au gré du vent nocturne. Il tourna la page. D'autres visiteurs montaient l'escalier à présent. Des adorateurs de l'étoile, des citadins, et même quelques membres de la garde personnelle du patricien. Deux adorateurs de l'étoile tentèrent sans conviction de s'approcher de Rincevent désormais entouré d'un arc-en-ciel tourbillonnant de lettres et qui ne leur prêtait aucune attention. Mais Cohen dégaina son épée et les considéra nonchalamment. Aussi se ravisèrent-ils. Depuis la forme courbée de Rincevent, le silence se propagea comme des rides à la surface d'une flaque. Il tomba en cascade de la tour pour se répandre dans la multitude grouillante en dessous, submergea les murs, inonda la cité de son flot sombre et bouillonnant et engloutit les terres au-delà. La masse muette de l'étoile surplombait le disque. Dans le ciel environnant, les nouvelles lunes tournaient lentement sans un bruit. Il n'y avait d'autre son que le chuchotement rauque de Rincevent tandis qu'il tournait une à une les pages. « Ça, c'est passionnant », dit Defleur. Cohen, qui se roulait les restes goudronneux de plusieurs cigarettes pour s'en faire une nouvelle, lui jeta un regard ahuri, le papier à mi-chemin des lèvres. « Qu'est-ce qui est passionnant ?»« Toute cette magie. »« Des lumières, c'est tout, » chicana-t-il. « Il a même pas sorti des colombes de ses manches. »« Oui, mais vous ne sentez pas la puissance surnaturelle ?» fit Defleur. Cohen ramena une allumette d'un recoin de sa blague à tabac, regarda Werth un instant et, posément, la gratta sur son nez fossilisé. « Écoute, » dit-il à Defleur aussi aimablement que possible. « Tu te figures quoi? J'ai pas mal bourlingué. J'en ai vu de la magie. Et je peux te dire que si tu te promènes tout le temps la mâchoire pendante, ça donne envie de taper dessus. De toute façon, les mages meurent comme tout le monde quand on leur plante un... » Rincevent referma le livre dans un claquement sonore. Il se releva et regarda alentour. Voici ce qui se produisit alors. Rien. Les gens mirent un certain temps à s'en apercevoir. Ils s'étaient tous baissés instinctivement dans l'attente d'une explosion de lumière blanche, d'une boule de feu étincelante ou, dans le cas de Cohen qui n'escomptait jamais grand-chose, de quelques pigeons blancs, voire d'un lapin un peu fripé. Ce n'était même pas un rien intéressant. Parfois les choses se produisent sans gros effets spectaculaires, mais pour ce qui a été des non-événements, celui-là ne valait pas tripette. « C'est tout », fit Cohen. Un murmure général montait dans la foule et plusieurs adorateurs de l'étoile guignaient Rincevent d'un sale œil. Le mage posa sur Cohen un regard larmoyant. « J'en ai l'impression, » dit-il. « Mais il s'est rien passé. » Rincevent considéra l'inoctavo, l'air déconcerté. « Peut-être que l'effet est subtil, » dit-il d'un ton optimiste. « Après tout, on ignore ce qui est censé se produire. »« On le savait, » s'écria l'un des adorateurs de l'étoile. « La magie, ça ne marche pas. Tout ça, c'est de l'illusion. » Un caillou décrivit un arc de cercle au-dessus du toit et atteignit Rincevent à l'épaule. « Ouais, » fit un autre étoilé. « Attrapons-le. Balançons-le de la tour. Ouais, attrapons-le et balançons-le de la tour. » La foule se lança en avant. Defleur leva les mains. « Je suis sûre qu'il doit y avoir une petite erreur, » commença-t-il avant de se faire faucher les jambes. « Oh merde !» fit Cohen qui laissa tomber son mégot avant de l'écraser sous sa sandale.
Il tira l'épée et chercha du regard le bagage. Le coffre ne s'était pas précipité au secours de Fleurs. Il se tenait devant Rincevent qui serrait l'inoctavo sur sa poitrine comme une bouillotte et avait l'air dans tous ses états. Un étoilé lui allongea un cou. Le bagage ouvrit un couvercle menaçant. « Je sais pourquoi ça n'a pas marché », fit une voix derrière la cohue. C'était Béthane. « Ah ouais ?» dit le plus proche citadin. « Et en quel honneur on devrait t'écouter ?» Dans la fraction de seconde qui suivit, l'épée de Cohen se pressait contre sa gorge. « D'un autre côté, » reprit l'homme d'un ton égal, « on devrait peut-être écouter quand même ce que cette jeune dame veut bien nous dire. » Tandis que Cohen se retournait lentement, l'épée pointée, Béthane s'avança et désigna les formes tourbillonnantes des sortilèges toujours suspendus en l'air autour de Rincevent. « Celui-là n'est sûrement pas bon, » dit-elle en montrant une tache marron sale au milieu des feux qui palpitaient de couleurs éclatantes. « Vous avez du mal prononcer un mot. Faites voir. » Rincevent lui passa l'inoctavo sans rien dire. Elle l'ouvrit et parcourut les pages. « Quelle drôle d'écriture, » dit-elle. « Ça change tout le temps. Qu'est-ce que cette espèce de crocodile fait à la pieuvre ?» Rincevent regarda par-dessus son épaule et, sans réfléchir, le lui dit. Elle resta silencieuse un moment. « Oh » fit-elle d'une voix calme. « Je ne savais pas que les crocodiles faisaient ça. »« C'est une ancienne écriture à partir d'images, » s'empressa d'expliquer Rincevent. « Une autre va la remplacer si vous attendez. Les sortilèges apparaissent dans toutes les langues connues. » Vous vous souvenez de ce que vous disiez quand la mauvaise couleur est arrivée ? Rincevent fit courir un doigt sur la page. Là, je crois. Où le lézard à deux têtes fait... je ne sais pas trop quoi. Fleurs surgit à son autre épaule. L'écriture du sortilège se métamorphosa. Je n'arrive même pas à le prononcer, dit Béthane. Gribouillis, point, trait... Des runes nivales Soupumugouk, expliqua Rincevent. Je crois que ça se prononce feu. Mais ça n'a pas marché. Et si c'était ce feu ? Ils regardèrent le mot. Il gardait obstinément sa couleur douteuse. Ou ce, proposa Béthane. Ça pourrait être ce, fit Rincevent sans conviction. La couleur prit peut-être une nuance de marron encore plus sale. Que diriez-vous de ce fit Fleurs. Ne sois pas ridicule, répondit Rincevent. Avec les runes nivales, Béthane lui flanqua un coup de coude dans le ventre et tendit le doigt. La forme marron suspendue en l'air était maintenant d'un rouge vif. Le livre trembla dans ses mains. Rincevent prit la Vierge par la taille, empoigna Fleurs par le col et sauta en arrière. Béthane lâcha l'inoctavo qui tomba vers les dalles et ne les atteignit pas. Chapitre 70. L'espace autour du livre se mit à rougeoyer et il s'éleva lentement, battant de ses pages comme s'il s'agissait d'ailes. Un son doux et plaintif de cordes pincées se fit entendre et l'inoctavo parut exploser en une fleur de lumière silencieuse et tourmentée qui s'épanouit en un instant, se flétrit et disparut. Mais quelque chose se passait beaucoup plus haut dans le ciel. Chapitre 71. Dans les profondeurs géologiques du gigantesque cerveau de la Grande Atuine, de nouvelles pensées filèrent le long de tubes neuraux de la largeur de route à grande circulation. Il était impossible pour une tortue céleste de changer d'expression, mais, d'une manière indéfinissable, sa face squameuse vérolée par les météores avait l'air dans l'attente d'un événement. Elle fixait les 8 sphères qui orbitaient inlassablement autour de l'étoile, sur les plages de l'espace. Les sphères se craquelaient. De formidables segments rocheux se détachèrent et entamèrent une longue descente en spirale vers l'étoile. Le ciel s'emplit de tessons étincelants. Des débris d'une coquille creuse sortit une toute petite tortue céleste qui se lança dans la lumière rouge à coups de nageoires. Elle était à peine plus grosse qu'un astéroïde, et sa carapace luisait encore de jaune d'œuf fondu. Elle supportait elle aussi 4 petits éléphanteaux. Sur leur dos reposait un disque-monde, encore minuscule, couvert de fumée et de volcans. La Grande Atuine attendit que les 8 bébés tortues se soient tous libérés de leurs coquilles et aventurés dans l'espace, l'air perplexe. Puis, doucement, comme pour ne rien déranger,
la vieille tortue fit demi-tour et, avec un grand soulagement, reprit sa longue nage vers la bienheureuse fraîcheur des abîmes insondables de l'espace. Les jeunes tortues suivirent leur mère, orbitant autour d'elle. Chapitre 72. De Fleur, émerveillé, contemplait le spectacle au-dessus de sa tête. Il jouissait probablement d'un meilleur point de vue que n'importe qui sur le disque. Puis, il lui vint une pensée horrible. « Où est la boîte à images ?» demanda-t-il d'une voix pressante. « Quoi » fit Rincevant les yeux rivés au ciel. « La boîte à images » dit De Fleur. « Il faut que je prenne ça. » « Vous ne pouvez pas vous contenter du souvenir » fit Béthane sans le regarder. « Je pourrais oublier. » « Moi, je n'oublierai jamais, dit-elle. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. »« Bien plus fort que des pigeons et des poules de billard, » renchérit Cohen. « Je te l'accorde, Rincevant. Comment tu fais ça ?»« Je sais pas, » répondit le mage. « L'étoile rapetisse, » observa Béthane. Rincevant avait vaguement conscience de la voix de De Fleur en train de se chamailler avec le démon qui logeait dans la boîte et peignait les images. La dispute portait sur des questions plutôt techniques de profondeur de champ et sur le fait que le diablotin risquait de manquer de rouge. Il est à noter que la grande Atuine nageait pour l'heure dans le bonheur et la félicité. Et de tels sentiments dans un cerveau de la taille de plusieurs grandes métropoles ont de fortes chances de rayonner alentour. De fait, la plupart des gens sur le disque se sentaient présentement dans un état d'esprit que ne permet en temps normal qu'une vie de méditation consciencieuse ou une trentaine de secondes d'herbe illicite. Ce sacré De Fleur, songeait Rincevant. Ce n'est pas que la beauté le laisse indifférent, mais il ne l'apprécie qu'à sa manière. Dame, quand un poète voit une jonquille, il la contemple et il en écrit un long poème. De Fleur, lui, part en quête d'un livre sur la botanique. Et il écrase la jonquille au passage. C'est vrai ce que disait Cohen. Il regarde les choses, mais elles ne sont plus jamais pareilles après. Moi y compris, j'ai l'impression. Le soleil du disque se leva. L'étoile décroissait déjà et n'était plus vraiment de taille à lutter. La bonne vieille lumière fidèle du disque se répandit à flots sur le paysage ravi, comme une marée d'or. Ou de l'avis d'observateurs plus sérieux, comme de la mélasse. Chapitre 73. Voilà une belle fin, bien spectaculaire. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi et tout n'avait pas été dit. Tenez l'Inoctavo par exemple. Dès que la lumière du soleil le toucha, le livre se referma sèchement et retomba vers la tour. Et pour nombre de témoins, qu'on puisse leur tomber dans les bras constituait le plus grand tour de magie sur le disque monde. Le sentiment de béatitude et de fraternité s'évapora en même temps que la rosée du matin. Rincevant et De Fleur furent écartés à coups de coude lorsque la foule se rua en avant, batailla et se grimpa dessus main tendue. L'Inoctavo s'abattit au milieu de la mêlée hurlante. Il y eut un claquement définitif. Le claquement que produit un couvercle qui n'entend pas se rouvrir de sitôt. Rincevant s'adressa à De Fleur entre les jambes de quelqu'un. « Tu sais ce qui va se passer d'après moi ?» dit-il en souriant. « Quoi donc ?» ?»« D'après moi, quand tu vas ouvrir le bagage, il n'y aura que ton linge à l'intérieur. Voilà. »« Oh là là !» »« D'après moi, l'Inoctavo sait se prendre en charge tout seul. Sera très bien là où il est vraiment. »« Je crois que oui. Tu vois, j'ai des fois l'impression que le bagage sait parfaitement ce qu'il fait. » »« Je vois ce que tu veux dire. » Ils s'extirpèrent à quatre pattes de la mêlée grouillante, se relevèrent, s'époustèrent et se dirigèrent vers l'escalier. Personne ne s'intéressa à eux. « Ils font quoi maintenant ?» demanda De Fleur qui essayait de voir par-dessus les têtes de la multitude. « On dirait qu'ils essaient de le forcer, » répondit Rincevant. Il y eut un claquement et un cri. « Je crois que le bagage apprécie qu'on s'occupe de lui, » dit De Fleur alors qu'ils entamaient prudemment leur descente. « Ouais, ça lui fait probablement du bien de sortir un peu et de rencontrer des gens, » dit Rincevant. « Et maintenant, je crois que j'aimerais aller dans une taverne passer commande de 2 verres. » « Bonne idée, » fit De Fleur. « J'en prendrai 2 moi aussi. » Chapitre 74. Il était presque midi lorsque De Fleur s'éveilla.
Il ne se rappelait pas de ce qu'il faisait dans un fenil, ni pourquoi il portait le manteau d'un autre, mais une idée l'obsédait. Il jugea qu'il était d'une importance vitale d'en parler à Rincevent. Il dégringola du foin et atterrit sur le bagage. « Ah, tu es là, hein ? Fit-il. J'espère que tu as honte de toi. » Le bagage parut désorienté. « En tout cas, je veux me peigner. Ouvre-toi. » ordonna de Fleur. D'une secousse, le bagage ouvrit obligeamment son couvercle. De Fleur fourragea parmi les sacs et les boîtes et finit par trouver un peigne et un miroir grâce auquel il répara les dommages de la nuit. Il fixa ensuite le bagage. « Je suppose que tu n'as pas envie de me dire ce que tu as fait de l'inoctavo. » L'expression du bagage resta de bois, pourrait-on dire. « D'accord. Allez, viens. » De Fleur sortit en plein soleil, dont la lumière était un peu trop forte à son goût, et déambula dans les rues. Tout paraissait neuf et frais, même les odeurs. Mais apparemment, il n'y avait pas encore beaucoup de monde levé. La nuit avait été longue. Il trouva Rincevent au pied de la tour de l'art. Il dirigeait une équipe d'ouvriers qui avait fixé une espèce de portique sur le toit et descendait les mâches pétrifiées au sol. Un singe avait l'air de le seconder, mais De Fleur n'avait pas la tête à se laisser surprendre par quoi que ce soit. « On pourra les dépétrifier ?» demanda-t-il. Rincevent regarda autour de lui. « Quoi ? Ah, c'est toi. Non, ça m'étonnerait. De toute façon, ils ont laissé tomber ce pauvre vieux Wert, j'en ai peur. Une chute de 150 mètres sur les pavés. Tu pourras faire quelque chose ? De la bonne rocaille. » Rincevent se retourna et fit des signes aux ouvriers. « Tu es d'excellente humeur, » fit De Fleur avec une nuance de reproche dans la voix. « Tu n'es pas allé te coucher ? » « C'est drôle, je n'arrivais pas à dormir, » dit Rincevent. Je suis sortie respirer l'air frais et personne n'avait l'air de savoir quoi faire, alors j'ai comme qui dirait rassemblé des gens. Il montra le bibliothécaire qui tenta de lui saisir les doigts. Et j'ai pris les choses en main. Belle journée, hein. L'air, on dirait du vin. Rincevent, j'ai décidé de... Tu sais, je crois que je pourrais me réinscrire, reprit-il joyeusement. Je crois que j'y arriverai cette fois. Je me vois bien me lancer dans la magie et réussir mes examens. On dit qu'avec une mention très bien, on n'a plus de soucis à se faire pour l'avenir. Parfait, parce que... Surtout que ce ne sont pas les places qui manquent au sommet. Maintenant que tous les gros bonnets vont servir de butoir de porte et... Je rentre chez moi. Un gars malin qui a déjà vécu pourrait... Quoi ? Oak ? J'ai dit que je rentre chez moi, répéta De Fleur tout en cherchant poliment à se débarrasser du bibliothécaire qui insistait pour l'épouiller. Où ça, chez toi ? demanda Rincevent étonné. Le chez moi qui est chez moi. Mon chez moi à moi. Là où j'habite, expliqua De Fleur penaud. De l'autre côté de la mer. Tu sais bien, là d'où je viens. Voulez-vous bien cesser, je vous prie ? Ah, Ouk ? Il y eut une pause. Puis De Fleur reprit. Tu vois, la nuit dernière, l'idée m'est venue. J'ai réfléchi, disons. Voyager et voir des choses, c'est bien, mais il y a encore moyen de beaucoup s'amuser une fois que c'est fait. Tu sais, ranger toutes les images dans un livre et retrouver des souvenirs. Non. Ouk ? Ah, si. L'important, quand on a beaucoup de choses à retenir, c'est qu'il faut ensuite s'installer quelque part où se les rappeler, tu vois. Il faut s'arrêter. On n'a jamais vraiment voyagé tant qu'on n'est pas rentré chez soi. Je crois que c'est ça que je veux dire. Rincevent se repassa la phrase dans la tête. Ça n'avait pas l'air plus clair la seconde fois que la première. Ah, refit-il. Ben, très bien, si tu le sens comme ça. Tu pars quand alors ? Aujourd'hui, je pense. Il doit bien y avoir un bateau qui va dans ma direction. Sûrement, dit gauchement Rincevent. Il se regarda les pieds. Il regarda en l'air. Il se racla la gorge. On en a vu de rudes ensemble, hein ? Fit De Fleur qui lui donna un coup de coude dans les côtes. Ouais, dit Rincevent en grimaçant ce qui ressemblait à un sourire. Tu n'es pas fâché, n'est-ce pas ? Qui ça, moi ? Bon sang, non, j'ai 1000 choses à faire. Tout est bien alors. Écoute, on va prendre un petit déjeuner et après on descendra sur les quais. Rincevent approuva d'une tête sinistre, se tourna vers son assistant
et tira une banane de sa poche. « Tu as compris maintenant? Tu prends le relais. » marmonna-t-il. « Ok. » Chapitre 75. En vérité, pas un seul bâtiment n'appareillait pour une quelconque destination proche de l'Empire agatéen. Mais c'était un détail secondaire, car De Fleur compta tout bonnement des pièces d'or dans la main du premier capitaine de bateau à peu près potable jusqu'à ce que l'homme vit soudain tous les avantages d'un changement de programme. Rincevent attendit sur le quai que De Fleur ait fini de verser au capitaine une bonne quarantaine de fois la valeur de son navire. « Ça y est, c'est arrangé, » dit le touriste. « Il va me débarquer aux îles Brunes, et de là je trouverai facilement un bateau. » « Merveilleux, » fit Rincevent. De Fleur parut réfléchir un moment, puis il ouvrit le bagage et sortit un sac d'or. « Tu as vu Cohen et Béthane ?» demanda-t-il. « Je crois qu'ils sont partis se marier, » répondit le mage. « J'ai entendu Béthane dire que c'était maintenant ou jamais. »« Bon, quand il les verra, donne-leur ça, » dit De Fleur en lui tendant le sac. « Je sais que ça coûte cher de s'installer au début. » De Fleur n'avait jamais compris grand-chose aux écarts incommensurables entre les cours du change. Le sac aurait facilement permis à Cohen de s'installer à la tête d'un petit royaume. « Je le remettrai à la première occasion, » dit-il. Et à sa surprise, il s'aperçut qu'il le pensait. « Bon, j'ai eu l'idée de t'offrir quelque chose à toi aussi. »« Ah, ce n'est pas... » De Fleur farfouilla dans le bagage et tira un grand sac. Il se mit à y entasser ses vêtements, son argent et sa boîte à images, jusqu'à ce que le coffre fût vide. La dernière chose qu'il mit dans son sac, ce fut sa boîte souvenir à cigarette musicale, au couvercle incrusté de coquillages, soigneusement enveloppé dans du papier de soie. « Il est à toi, » dit-il en refermant le bagage. « Je n'en aurai plus vraiment besoin, et de toute façon, il ne logera pas sur mon armoire. »« Quoi ? Tu n'en veux pas ? » Bah, évidemment, mais il est à toi. C'est toi qui le suis, pas moi. »« Bagage, » dit De Fleur. « Ça, c'est Rincevent. Tu es à lui, compris ? » Le bagage étendit lentement les jambes, se retourna très posément et regarda Rincevent. « Je crois qu'il n'appartient à personne d'autre qu'à lui-même en réalité, » dit De Fleur. « Oui, » fit Rincevent d'une voix hésitante. « Bon, alors voilà, » dit De Fleur. Il tendit la main. « Au revoir, Rincevent. Je t'enverrai une carte postale une fois rentré. Enfin, quelque chose. » « Oui, si jamais tu repasses par ici, on saura toujours où me trouver. »« Oui. Bon, alors, voilà. » »« Voilà, c'est ça. »« C'est ça. » »« Ouais. » De Fleur gravit la planche d'embarquement, que l'équipage impatient hissa à bord derrière lui. Le tambour de nage donna la cadence et le bateau gagna lentement les eaux turbides de l'Ancre, qui avaient retrouvé leur ancien niveau. Puis il prit la marée et vira vers le large. Rincevent garda les yeux sur lui jusqu'à ce qu'il ne fût plus qu'un point. Puis il les baissa sur le bagage. Le bagage le fixa à son tour. « Écoute, » dit-il, « va-t'en. Je te rends la liberté, tu comprends ?» Il lui tourna le dos et s'éloigna à grandes enjambées. Au bout de quelques secondes, il eut conscience de pas menus derrière lui. Il pivota d'un bloc. « J'ai dit que je ne voulais pas de toi, » le rembarra-t-il sèchement. Et il lui flanqua un coup de pied. Le bagage courba l'échine. Rincevent se remit en marche. Quelques mètres plus loin, il s'arrêta pour écouter. Aucun bruit. Lorsqu'il se retourna, le bagage était là où il l'avait laissé. Il paraissait replié sur lui-même. Rincevent réfléchit un instant. « Bon, ça va, » dit-il. « Viens. » Il lui tourna à nouveau le dos et repartit de son allure décidée vers l'université. Au bout de quelques minutes, le bagage eut l'air de prendre une décision, étendit une fois encore les jambes et le suivit à pas feutrés. Il n'avait sans doute guère le choix. Ils longèrent le quai et entrèrent dans la ville. 2 points dans un décor de plus en plus petit à mesure que le champ s'élargissait pour englober un minuscule navire engagé dans une vaste mer verte, qui n'était qu'une partie d'un éclatant océan circulaire bordant un disque environné de tourbillons de nuages. Disque posé sur le dos de 4 éléphants géants, debout sur la carapace d'une gigantesque tortue, qui, bientôt,
ne fut plus qu'une lueur parmi les étoiles et disparut. Ainsi prend fin le 8e sortilège, second livre des annales du disque monde. Voilà, c'est fini. Les petits amis, c'est terminé. Bravo. Félicitations. On s'applaudit. Bravo, bravo, bravo. Eh bien, euh, c'était bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, évidemment, euh, les annales du disque monde. Incroyable, incroyable série. Et vraiment, genre, j'ai préféré au premier, honnêtement. J'ai trouvé, enfin voilà, moi perso, j'ai plus apprécié. Et alors, je me souviens plus exactement du premier en fait, mais je pense que là aussi, il y avait, c'était construit, enfin, comme le premier, un peu différentes histoires avec à chaque fois un peu différents personnages. Mais enfin, il y avait toujours Rincevent et Deux Fleurs, mais à chaque fois, ils s'aventurent et ils rencontrent différents personnages. Mais là, il y avait quand même un fil rouge un peu plus important. Et moi, j'ai trouvé ça, du coup, un peu plus intéressant. Mais voilà, c'est tout. Mais ouais, non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, c'était très bien. De Fleur qui est parti. Ça, par contre, De Fleur, quoi. Quel homme incroyable. Mais du coup, je sais pas. Parce que je sais que dans les tomes d'après, des fois, c'est sur d'autres personnages. Je sais que des fois, c'est le narrateur, enfin le personnage principal. Ça peut être la mort dans un livre ou quoi. Donc je sais pas si Rincevent, on le revoit en fait. Aucune idée pour le coup. Vous en savez sûrement plus que moi et je le saurai quand je lirai les autres livres, bien sûr. Donc ne me dites pas finalement. Voilà. Ouais. Sinon, la lecture en soi, je pense que ça a été. Je pense. Donc, je sais plus si j'avais dit au début, mais j'ai sûrement pas repris les mêmes voix que dans le premier. Désolée. Et j'ai sûrement, au fur et à mesure de la lecture, changé un peu les voix comme d'habitude, hein, parce que j'arrive pas à être constante. Mais ça, c'est trop dur. Et en plus, il y a tellement de personnages que impossible. Impossible de tous leur faire une voix unique, parce que déjà, ce serait insupportable pour vous. Et ensuite, je ne sais pas faire ça. Donc voilà, souvent, c'était un peu les mêmes voix et les mêmes tons qui revenaient, mais c'est pas grave. Mais je pense que j'ai été assez constante sur Rincevent et Deux Fleurs. J'espère en tout cas. Et que c'était pas trop insupportable. Voilà, j'ai essayé de pas trop en faire. C'est important de savoir pas trop en faire quand on fait les dialogues. Même si avec ce genre de livre qui est pas un livre sérieux, on va dire, on peut plus se permettre de faire un peu de la caricature, mais il faut pas non plus exagérer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire après? Je n'en ai absolument aucune idée pour le coup. Je suis pas réfléchi. On verra. On verra. Déjà là, ça fait bien longtemps. On avait fait une grosse pause, mais on refera sûrement, on refera sûrement une grosse pause. Je suis désolée. En ce moment, c'est un peu la galère. Enfin, moment que c'est la galère, mais voilà. On fera une grosse pause, sauf si d'un coup j'ai une illumination en mode je veux absolument lire ce livre. Et voilà. Mais il y a des risques que ça n'arrive pas. On verra bien. Puis c'est tout, hein, on va pas parler plus longtemps, ça ne sert à rien. Voilà. Écoutez, du coup, au revoir, hein, bien sûr. J'espère que c'était bien. Moi, j'ai trouvé ça bien. Donc voilà. Allez, salut.